Le protagoniste était un étudiant ordinaire lorsqu'il a eu un accident et a été envoyé dans un autre monde. Il s'est retrouvé dans le corps d'un prince nécromancien exilé nommé Alan Alphalo. Désormais, le protagoniste peine à restaurer la mauvaise réputation laissée par le propriétaire originel du corps, mais il lutte aussi avec ses propres capacités de nécromancie. L'histoire commence lorsque quelqu'un s'introduit dans l'église, un magicien crie à l'archevêque de s'enfuir. Parce que cette chose arrive. L'archevêque demande de qui il parle. Et l'homme demande désespérément si le maître n'a pas entendu parler des rumeurs qui circulent dans la rue humide. Celui qui arrive est le meurtrier des saints. Le nécromancien Alan Alphalo, également connu comme le maître des démons. Il vient d'envahir le village accompagné de ses zombies. L'archevêque regarde son disciple et lui dit qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ils ont le meilleur ordre sacré à leur côté. Le magicien se prend la tête entre les mains de désespoir. Et annonce la terrible nouvelle, les chevaliers de l'ordre sacré ont été transformés en zombies par Alan. Ce petit démon mène les soldats pour attaquer l'église. À cet instant, Alan ouvre les portes de l'église par la magie. Et les chevaliers zombies commencent à entrer. L'archevêque et le magicien se retrouvent piégés. Soudain, les vitres des portes se brisent. Et tout l'endroit est envahi par les cadavres. L'archevêque est capturé par le chef de l'ordre sacré en personne, qui n'a malheureusement pas pu échapper à la magie noire d'Alan. L'archevêque se demande intérieurement comment une personne si jeune peut utiliser une magie d'un tel niveau. Il ne parvient pas à se défaire des zombies et réalise que sa fin est peut-être proche. Mais avant, il crie à Alan que peu importe ses efforts, car Dieu accordera le salut à l'Église. Le nécromancien demande s'il parle de salut, et pointe le canon de son fusil sur sa tête, en disant que c'est lui qui lui accordera le salut. L'archevêque sait qu'il est impossible de s'échapper de cet endroit. Soudain, l'image du prince Alan lui vient à l'esprit, et finalement l'archevêque souhaite que la bénédiction de Dieu emmène Alan en enfer. Un coup de feu retentit après ces paroles. La nouvelle de l'attaque du 7e prince se répandit dans toute la ville. Alan était considéré comme une honte par sa propre famille et pour le royaume du Saint-Empereur. Il fut donc exilé, mais en plus de cela, le peuple voyait le 7e prince comme un criminel méprisable. Sans aucun sentiment, mais il était amoureux de la fille de l'archevêque de la ville. Et s'est même déclaré à elle. La jeune fille l'a évidemment repoussé. L'archevêque lui a infligé une punition. Le 7e prince n'a pas bien pris le fait d'avoir été rejeté et a détruit la maison de l'archevêque. Cela a rendu le Saint-Empereur fou de rage et il a envoyé Alan sur la terre des esprits, plus connue sous le nom de cimetière. Le Saint-Empereur l'Y a envoyé pour qu'il puisse réfléchir à ses actes, mais Alan a été tellement secoué d'avoir été rejeté par la fille qu'il aimait qu'il a décidé de tout arrêter en se passant la corde au cou. Les rumeurs disent qu'il a survécu et qu'après cela, il est devenu quelqu'un d'autre. Maintenant, il travaille dur au monastère sans s'attirer d'ennui. Les gens se méfient de ce changement soudain. Après tout, Alan était connu comme le prince qui a passé un contrat avec le diable. Certains habitants affirment avoir vu des cadavres se promener autour du monastère depuis que le nécromancien s'y est rendu. Mais rien de tout cela n'a été prouvé jusqu'à présent. La scène change et nous transporte au cimetière. Alan parle aux zombies sur place, et une fenêtre de statue apparaît indiquant son âge. Il gronde les cadavres parce qu'ils se promènent la nuit, effrayant les habitants. Il s'avère que ce n'est pas le vrai Alan. C'est notre protagoniste qui est entré par accident dans le corps du nécromancien alors que son cou était suspendu à une corde. Pour éviter toute confusion, nous continuerons à l'appeler Alan. Maintenant, le protagoniste peut voir une fenêtre de statue qui affiche des informations sur les gens et même sur les zombies. Il a utilisé ses connaissances en nécromancie pour l'aider en tant que gardien du cimetière. Mais il a été réprimandé pour avoir utilisé la magie noire. Alan ne comprenait rien à cet endroit. Mais avec le temps, il a commencé à prendre le coup de main. Maintenant, il n'utilise la magie que pour faire travailler les zombies. Car cela permet d'économiser du temps et de l'argent, le protagoniste fait même l'éloge du travail. Et les zombies sont heureux, mais malheureusement, il doit leur annoncer la triste nouvelle que cela ne peut plus continuer. Les cadavres déclenchent une rébellion. Alan demande le calme et explique que la raison est qu'il ne veut pas s'attirer d'ennui. Sa première vie n'a pas été facile non plus, et il voulait vivre aussi longtemps que possible. Tout comme Alan, les zombies semblent comprendre. Le protagoniste décide qu'il ne se débarrassera pas d'eux maintenant et prend une pelle. Les cadavres lèvent le pouce, attendant l'ordre.
Alan crie qu'il peut commencer le travail maintenant. La scène change et montre deux habitants, et l'un d'eux entend le protagoniste crier. Le type aux cheveux noirs pousse une charrette avec deux cadavres et demande à son collègue de se dépêcher. Ils doivent rejoindre le prince avant que ces choses ne se transforment en zombies. Les habitants quittent le village abandonné en direction du monastère. Ils sont observés par quelqu'un resté dans le village qui dégage une intense aura meurtrière. Quelques minutes plus tard, le protagoniste trouve les hommes et demande si ce sont les derniers cadavres. L'habitant aux cheveux noirs dit qu'ils étaient les seuls qui restaient dans ce maudit village. Il n'y a plus personne là-bas. Le rouquin ajoute que tous les survivants se sont enfuis et que l'endroit a été abandonné avec les cadavres. Mais il n'est pas venu ici seulement pour amener les corps. En fait, il voulait demander à Alan de se rendre au village. Les hommes commencent à expliquer qu'ils se sentent en sécurité avec le prince et que peut-être ils pourront trouver la source du problème. Le protagoniste ne veut pas accepter au début. Parce qu'il n'a pas autant de compétences que le vrai Alan, mais les types continuent de supplier pour avoir de l'aide. Alan ne se sent pas en confiance, mais quelques minutes plus tard. Il entre dans le village déguisé et armé d'une pelle. Les villageois sont à ses côtés, tremblants de peur. Alan se rend compte qu'il y a plusieurs flaques formées après l'arrêt du système d'approvisionnement en eau. Soudain, le type aux cheveux roux demande si Alan va lui donner une amulette. Le protagoniste répond froidement que non. À ce moment-là, la conversation est interrompue par un rugissement. Ils se regardent, effrayés. Le protagoniste tient la pelle dans sa main et dit qu'il va vérifier la source du bruit. Les types essaient de le convaincre de revenir, mais Alan n'a pas peur. Car il a senti une simple présence sans aura meurtrière. Puis de petits bruits de rongeurs attirent l'attention du protagoniste. Il s'approche et pense que c'est juste un rat inoffensif, mais l'œil de l'animal devient rouge et en un instant. Il invoque son groupe. Plusieurs rats apparaissent et courent vers le protagoniste, pensant le mordre. Alan ne s'attendait pas à devoir combattre des rats zombies. Il se met à tourner sur lui-même et les rats sont projetés loin de son corps. Le protagoniste arrive facilement à la conclusion que cette peste était la raison pour laquelle le village a fini ainsi. Les animaux sont frappés par la pelle qui dégage de la magie. Même sans qu'Alan l'invoque, il remarque que ce qu'il fait a l'air cruel. En voyant les corps, il essaie d'expliquer que ce n'était pas son intention. Mais les rats survivants ne veulent pas lui pardonner et l'attaquent. Alan finit par tomber près d'un bassin, qui s'est formé après l'abandon du lieu. L'eau était sale et dégoûtante. Mais elle devient propre et brillante lorsque la pelle que le protagoniste porte entre en contact avec l'eau. Alan ne comprend pas pourquoi. Il est toujours aux prises avec les rats zombies. Soudain, l'eau commence à déborder. Et la fenêtre du système apparaît pour annoncer qu'Alan utilise la compétence nommée Marais de la mort. L'instant d'après, une vague se forme et commence à envelopper les rats. Tandis qu'Alan a l'air effrayé. La vague s'abat et inonde tout l'endroit. Le protagoniste se demande s'il a bien entendu au sujet de la compétence Marais de la mort. À ce moment-là, les hommes s'approchent de lui, demandant si tout va bien. Et lui disent qu'il est tombé sur des rats. Leur attention est immédiatement attirée par le petit bassin d'eau sale qui s'est maintenant transformé en eau bénite. Même Alan ne peut expliquer ce qui s'est passé, mais tous les rats zombies ont été purifiés. En entrant en contact avec l'eau, il se dit qu'il semble que sa compétence ne se limite pas à contrôler les zombies, bien que cela semble étrange. Qu'un nécromancien puisse purifier quelque chose, mais c'est logique. Car le corps d'Alan est rempli de pouvoirs sacrés parce qu'il est le petit-fils du Saint-Empereur. Le protagoniste pense que c'est exactement la raison pour laquelle il possède un pouvoir sacré. Cela explique aussi pourquoi les zombies du cimetière étaient relativement bienveillants. La réflexion du protagoniste est interrompue lorsqu'il entend de nouveau le rugissement. Cette fois, une jeune fille apparaît. Les villageois la reconnaissent comme étant Charlotte. Et sont heureux qu'il y ait quelqu'un de vivant ici. L'homme aux cheveux noirs commence à l'appeler. Et lui demande où sont ses parents. Soudain, Charlotte sort l'arme qu'elle cachait sous ses vêtements et court à une vitesse incroyable, dépassant rapidement les hommes pour atteindre sa proie finale. Alan brandit la pelle devant son visage et se fait presque toucher. Le manche en bois commence à se briser et il repousse la jeune fille. Le protagoniste réalise que Charlotte n'est pas encore un zombie à 100%, à cause de l'outil qu'elle utilise. La jeune fille se met à rugir et des larmes coulent sur son visage. Quelques mots s'échappent de sa bouche, et le protagoniste l'entend appeler ses parents. Il finit par être distrait et part de justesse la prochaine attaque. Cette fois, Charlotte lui touche presque la poitrine. Le manche de la pelle se met à trembler.
et une lumière bleue se propage. Alan réalise qu'il ne tiendra pas longtemps dans cette position, et ne trouve qu'une seule issue. Il utilise la pelle contre Charlotte, puis la jette à l'eau. Elle tente de sortir, et Alan continue d'appuyer sur son corps. La jeune fille hurle puis est poussée au fond de la piscine. L'eau recouvre entièrement son corps, et Charlotte se calme. Une puissante lumière blanche émane du corps de la jeune fille, et elle retrouve son état normal. Le lendemain, les rumeurs sur une jeune fille ayant été purifiée se répandent. Cela perturbe la tranquillité du protagoniste, qui est maintenant importuné par plusieurs personnes, qui voulaient aussi recevoir le miracle. Il dit que les rumeurs sont fausses, et qu'il n'est capable de sauver personne. En réalité, la jeune fille qui aurait été purifiée est décédée. Les habitants demandent, surpris, si c'est vrai. Alan répond que oui, et ajoute qu'il n'a aucune capacité sainte, bien qu'il soit le petit-fils du Saint-Empereur. La nouvelle attriste les habitants, qui espéraient purifier le village. Le protagoniste demande qui a répandu l'information selon laquelle il a sauvé quelqu'un. Les habitants sont sur le point de répondre quand, sorti de nulle part, ce rouquin entre en criant pour appeler le protagoniste. Il finit par laisser échapper devant tout le monde que Charlotte s'est réveillée. Elle a l'air un peu fatiguée, mais va bien physiquement. Alan réalise qui a divulgué l'information, et n'a désormais aucun moyen de cacher la vérité aux habitants. Sans aucune échappatoire, il accepte d'utiliser à nouveau son pouvoir divin. Mais il y a quelques conditions. Le protagoniste utilise la fenêtre de statut pour trouver le plus riche parmi les habitants. Le plus riche est un fermier de 75 ans, qui a demandé de l'aide à Alan, même s'il était convaincu qu'il était toujours ce prince méprisable. Le protagoniste sait que le fermier a de l'argent et dit que sa condition pour purifier le village est simple. L'homme doit payer pour le travail. De plus, il est important qu'il répare la cathédrale gratuitement. Le fermier demande, effrayé, s'il devra réparer tout l'endroit. Alan répond de manière théâtrale que s'il ne veut pas, ce n'est pas grave, mais l'homme lui demande d'attendre. Y acepta sus condiciones. El protagonista escucha esto y dice que tiene una cosa más que pedir. El granjero teme que sea más dinero. Allen dice que lo que se ha dicho aquí no debe llegar a los caballeros sagrados. Sabe que sería problemático si llegara a oídos de su familia o del emperador. Todos aceptan mantenerlo en secreto, y Allen está feliz de poder finalmente usar esta catedral de una manera útil, ya que nadie se acercaba a ella, porque era considerada un lugar de exilio. Tras aceptar el desafío de purificar la aldea, Allen tuvo una conversación con el granjero y descubrió que en la aldea se encontraron al menos 30 cadáveres que se convirtieron en zombies. El protagonista dice que ya sabe qué hacer, y comienza a sacar algo de equipo del cofre, luego se lo entregó a cada uno de los hombres. Los aldeanos no entendían nada, y el protagonista preguntó sarcásticamente si esperaban que él luchara solo. De repente, una sonrisa sombría aparece en su rostro, y los aldeanos comienzan a susurrar entre ellos que es el diablo. Allen escucha esto y se gira hacia los aldeanos, que se quedan en silencio. De repente, alguien mira por la ventana y grita que los zombies están llegando. Todos corren a coger la fregona que sería el equipo. Allen les pide que estén atentos. Los zombies se acercan cada vez más al monasterio. Parece que siguieron a los aldeanos hasta aquí. La cantidad es mucho mayor de la que informó el granjero. Allen empieza a gritar que le mintió. El hombre ríe, avergonzado, y dice que no pudo contar bien mientras corría. El protagonista sabe que no tiene sentido discutir ahora. Entonces corre hacia los zombies con su pala, y comienza a atacarlos. Los otros aldeanos también luchan. En ese momento, la pala del protagonista entra en contacto con el primer zombie, y una ventana de estado anuncia que la habilidad ha sido activada. Los zombies son atravesados por el agua bendita que sale del equipo. Es la segunda vez que el protagonista usa la habilidad Pantano de la Muerte. No estaba tan asustado porque ya estaba acostumbrado a las habilidades de la nigromancia. Esto es porque antes de que el protagonista entrara en el cuerpo de Allen, estaba de voluntario en una prueba beta de juegos de realidad virtual. En este juego, el protagonista eligió la clase de nigromante. Sa vie a pris fin après avoir subi un choc électrique dans la cabine. Le protagoniste a perdu connaissance. Et quand il a ouvert les yeux, il était déjà dans le corps d'Alan. Le bon côté, c'est que les compétences du jeu ont également été transférées dans son nouveau corps. Le mauvais côté, c'est qu'il est difficile de contrôler son pouvoir divin. À cause du conflit entre ses compétences, le protagoniste se souvient que chaque fois qu'il utilise une compétence,
son pouvoir divin se disperse tout simplement. Et il ne peut pas contrôler la force, tout comme maintenant où un simple contact avec son équipement a suffi à renverser plusieurs zombies autour de lui. À ce moment-là, le protagoniste commence à entendre quelqu'un crier qu'il n'y arrive pas. C'est l'un des résidents, il tremble au sol, disant qu'il sait que ce sont des zombies, mais qu'il n'a pas le courage d'attaquer sa femme. Le zombie s'approche, et il se met à pleurer, disant que c'est sa bien-aimée. L'instant d'après, elle ouvre la bouche pour le dévorer. L'homme est incapable de réagir, et est sauvé par le protagoniste, qui saute sur la femme, et lui frappe la tête avec la pelle. Alan dit avec colère que l'homme doit comprendre que ces gens n'ont plus les mêmes sentiments que lorsqu'ils étaient en vie. Le type essaie de discuter et se fait à nouveau gronder. Alan lui crie de regarder le zombie. Son corps est en décomposition et son âme s'est déjà égarée. La laisser vivre ne fait que causer une plus grande souffrance, alors il crie à l'homme de faire quelque chose. À cet instant, l'attention du protagoniste est attirée par un groupe de zombies qui apparaissent devant lui. Il esquive facilement. Et autre chose attire son attention. Alan fixe quelque chose dans les airs. La silhouette d'une personne commence à tomber du ciel, et elle atterrit au sol de toutes ses forces, détruisant tout aux alentours. Charlotte se relève avec grâce et demande si Alan va bien. Charlotte vivait heureuse avec sa mère et son père dans le village. Les nuisibles apparaissaient généralement en automne et en hiver, mais sa mère avait promis que cette année serait différente. Un jour, Charlotte est rentrée à la maison en courant. Elle voulait avertir sa mère qu'il y avait des rats partout dans le village. Mais sa vie a basculé au moment où elle a ouvert la porte de la maison. Charlotte a vu sa mère se faire attaquer par un zombie. Les derniers mots de la femme furent pour que sa fille s'enfuit pendant qu'il était encore temps. Charlotte était paralysée et ne savait que hurler pour appeler ses parents. Elle a aussi vu sa mère se transformer en zombie devant ses yeux et tenter de l'attaquer. Une course-poursuite a commencé, et Charlotte a dû frapper ses propres parents. Après cela, la jeune fille a peu de souvenirs de ce qui s'est passé. Elle se souvient qu'elle était toute souillée et assise par terre dans une maison inconnue. Après ce jour-là, les habitants du village sont devenus étranges. Les rats zombies passaient près d'elle et semblaient ne pas la voir. Charlotte a compris que les pestiférés l'identifiaient comme l'une des leurs. Cela a rendu la jeune fille très triste. Et elle pensait qu'elle ne serait jamais sauvée, jusqu'à ce qu'elle entende un bruit dans le village. Et trouve le protagoniste. Après s'être baignée dans le bassin, sa vision s'est brouillée et est revenue plusieurs fois. Elle se souvient de certains moments où elle a senti que le protagoniste voulait la sauver. Après ça, sa vision s'est obscurcie. Et quand elle s'est réveillée, elle était déjà sortie du village. Le souvenir du visage du protagoniste était gravé dans son esprit. L'infirmière a dit à Charlotte qu'elle avait été sauvée par le prince et que maintenant elle devrait rester dans cette chambre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zombies dehors. La jeune fille n'était pas encore très lucide, et donc elle ne se souvenait pas de qui était le prince dont parlait l'infirmière, jusqu'à ce qu'elle entende un cri et voit le protagoniste par la fenêtre. L'infirmière dit que c'est le prince qui l'a sauvée. Charlotte se souvient des derniers mots qu'elle a prononcés quand elle était dans le village avant de perdre connaissance, et reprend courage pour affronter les zombies. À ce moment-là, la jeune fille saute par la fenêtre. C'est alors qu'Alan la vit et resta paralysée. Charlotte dégageait de l'assurance et de la colère. La puissance de son coup de poing en était la preuve. Elle demanda si le prince allait bien. Alan était au sol, après être tombé sous la puissance du coup de poing de la jeune fille. Quelques minutes plus tard, on voit une pile de zombies. Alan se demande comment Charlotte a réussi cet exploit. Les villageois commencèrent à louer sa force. Le protagoniste pense que ses capacités pourraient être le résultat du bassin purifié. Mais il n'en est pas certain. Il se dirige alors vers les villageois et leur demande de déposer Charlotte par terre. Puis, il dit qu'ils doivent prendre conscience de la situation actuelle et rassembler les dépouilles des membres de leur famille. Alan précise que leur famille mérite un enterrement digne. Les habitants restent silencieux, reconnaissant la dureté de ces mots. Le protagoniste tente d'apaiser la tension et dit qu'il aidera également au rituel de purification. Le rituel est simple. Il suffit de demander aux défunts de partir en paix. Ainsi, les esprits n'errent pas et peuvent enfin reposer. Alan accomplit le rituel. C'est une des raisons pour lesquelles le véritable Alan a été exilé et placé sur la terre des esprits. Il y a une forte probabilité que des zombies apparaissent naturellement. Bien qu'il s'y soit déjà habitué, quelque chose cloche encore.
Le protagoniste réalise que dernièrement, de nombreux villages sont endommagés si rapidement. Et tous en même temps. Il a une idée en y réfléchissant, et va parler au fermier. Alan demande s'il y a eu quelque chose d'étrange dans le village avant la vague de zombies. L'homme répond que non, les nuisibles sont apparus il y a environ un mois. Alan sait qu'il est normal que des nuisibles apparaissent à cette période de l'année. Il suppose donc que c'est l'œuvre d'un nécromancien. Les villageois crient, demandant s'il se prend pour un mage noir. Alan s'en veut d'avoir pensé à voix haute. Il se couvre les oreilles pour ne pas être dérangé. En fait, tout cela n'était qu'une théorie. Alan comprend que s'il a raison, le nécromancien, qui contrôlait les zombies, doit être dans les parages, mais il y a beaucoup d'habitants ici. Et il sera difficile de trouver cette personne. Alors le protagoniste décide de se reposer et d'y réfléchir. Plus tard, il dit au revoir aux villageois et retourne dans sa chambre au monastère. Le garçon s'allonge enfin dans son lit après une longue et fatigante journée. Le lendemain, le protagoniste est réveillé par des cris. Il se lève rapidement et entend quelqu'un dire qu'une personne a été attaquée par un zombie. Non seulement ça, mais les zombies ont enlevé un habitant. Alan demande si c'est grave, et le villageois répond qu'il l'a vu de ses propres yeux. Ces maudites créatures ont profité de l'occasion. Quand tout le monde est allé dormir après avoir travaillé toute la nuit, le type se souvient qu'il était très fatigué lorsqu'il a entendu des cris et a vu le zombie emporter Morian. Le protagoniste demande, confus, qui est Morian, et le villageois répond que c'est la jeune femme qui s'occupe des herbes. Elle aide aussi à soigner les blessés du village. Alan ne semble pas connaître la jeune fille, mais le villageois lui rappelle alors que c'est Morian qui l'a rejeté. Les hommes commencent à raconter comment le protagoniste s'est fait rejeter. Mais il dit qu'il a déjà compris et qu'ils peuvent se taire. Alan réalise que le propriétaire du corps d'origine a de nombreuses histoires honteuses. À ce moment-là, le villageois dit qu'un groupe s'est déjà formé pour aller la chercher. Alan se rend compte que ces types sont très proactifs quand il s'agit d'une belle fille. Mais il est aussi intéressé à retrouver la fille. Après tout, c'est la première fois qu'il voit un zombie enlever un humain. Alan demande donc si quelqu'un sait comment la pister. Le villageois répond que dans son village, il y a Monsieur Hans. C'est un chasseur qui connaît toute la région. Alan demande d'appeler Hans immédiatement. Et il accepte. Son attention est vite attirée par Charlotte, qui se tient là comme un mannequin. Alan s'approche, mais elle n'a aucune réaction. Il suppose que la fille lui en veut de l'avoir jetée dans la piscine cette fois-là. Charlotte reste simplement silencieuse. Pendant que les villageois courent appeler le chasseur, un peu plus tard, le chasseur Hans informe le groupe que les zombies sont traînés des pieds. Il est donc plus facile de trouver leurs traces. Ils arrivent à une grotte. Le protagoniste est sûr que Morian est dans les parages, alors il remercie Hans pour son aide. Alan est surpris par la perception parfaite de Hans. La grotte est remplie d'une énergie démoniaque sinistre. Lui seul peut la sentir, mais Hans a quand même réussi à trouver l'endroit. Sans l'aide de la magie, Alan fait maintenant face à un grand dilemme. L'énergie démoniaque est très forte, et il craint que cet endroit soit la source de l'épidémie. Le protagoniste n'exclut pas non plus la possibilité qu'un nécromancien soit derrière cette histoire. Il ne songe pas à entrer, et dit qu'il est préférable de simplement mettre le feu à cet endroit. Les villageois trouvent ça exagéré, mais Alan explique que il est probable que tout l'endroit soit contaminé par les zombies. Ils risquent de servir de dîner s'ils entrent pour sauver cette femme. Le villageois demande comment ils vont sauver Morian. Alors, Alan pense que la meilleure solution est de rentrer pour bien se préparer, puis de revenir. Même si Morian ne survit pas d'ici là. Soudain, la conversation est interrompue par un rugissement qui provient de l'intérieur de la grotte. Alan se retourne et, au même instant, un ours l'attaque. Du liquide rouge gicle partout, et les villageois regardent, effrayés. Le protagoniste se fait attaquer. Alan a de justesse détourné le visage et a été mordu à l'épaule. Les villageois ont abandonné le protagoniste et se sont enfuis. Il a été emmené par l'ours dans la grotte, puis jeté d'une falaise. Le protagoniste lève rapidement la pelle vers l'ours. Et la compétence marais de la mort est activée, l'eau bénite entoure l'ours. Tandis qu'Alan se tient le bras de douleur, il touche son épaule blessée. Et la blessure guérit rapidement. Alan réalise que son pouvoir divin apparaît toujours lorsqu'il touche le fond. C'est pratique d'avoir une capacité inversée. La fenêtre de statut donne alors quelques informations sur l'ours.
Son nom est roi de la gourmandise et il possède une énorme concentration de puissance dans la morsure. Et l'écrasement. De plus, son état a été amélioré par la nécromancie. Le protagoniste comprend maintenant pourquoi son eau bénite ne lui a même pas fait de chatouille. L'ours a été amélioré par la nécromancie, mais le pire, c'est que il est toujours contrôlé par un nécromancien. Allen ne sait même pas par où commencer. L'ours ne lui laisse pas le temps de réfléchir et court pour l'attaquer. Le protagoniste l'évite de justesse. Soudain, il voit une lumière rouge au-dessus du roi de la gourmandise. L'instant d'après, Charlotte saute sur l'ours et lui enfonce une dague dans l'œil. Elle n'a aucune expression sur son visage, tandis que le monstre amélioré hurle. Le protagoniste regarde la jeune fille et se demande si elle l'a suivi jusqu'ici. Peu importe pour l'instant, et Allen lui crie d'achever cette maudite chose. Charlotte est distraite et se fait projeter par l'ours. Le roi de la gourmandise tente de lui écraser la tête avec sa patte et elle l'esquive. Il essaie ensuite de mordre. Mais Charlotte utilise la dague pour le frapper à la gorge. L'ours essaie de refermer sa gueule. Bien qu'il soit touché, car il veut arracher la main de Charlotte. Elle s'en rend compte et retire la dague de sa gueule. Peu après, une lumière bleue frappe l'ours. Et il est projeté contre un mur de pierre. Charlotte a l'air choquée, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Le protagoniste s'approche et la remercie de lui avoir fait gagner du temps jusqu'à ce qu'il puisse utiliser ses compétences. La jeune fille se met à bégayer, disant qu'elle aussi doit le remercier. Elle regarde la main tendue devant elle et au moment où elle va la saisir, elle réalise que quelque chose ne va pas. La jeune fille est confuse, se demandant si le prince Allen s'est transformé en zombie à cet instant. Les cadavres commencent à sortir de terre, le protagoniste s'approche de Charlotte. Un sourire se dessine sur son visage lorsqu'il réalise qu'il avait raison, les zombies ne cessent de sortir de terre. Le protagoniste commence à contrôler les cadavres pour achever l'ours, qui est rapidement mordu sur diverses parties du corps. L'ours amélioré tente de réagir, et projette même quelques zombies, mais ils sont trop nombreux. Et le monstre est à nouveau encerclé. Le protagoniste et la jeune fille observent la scène. Tous ces zombies étaient des victimes de l'ours, et c'est pourquoi Allen a pu les invoquer ici. Maintenant, il paie pour ses péchés. Soudain, l'ours s'avance vers le protagoniste et s'approche de son visage. Charlotte a agi rapidement, lui frappant la tête avec la dague. L'ours est tombé au sol et au même moment, le protagoniste a commencé à se sentir faible. Charlotte lui demande si tout va bien. Et il répond qu'il a abusé du pouvoir divin. Elle soutient Alan par l'épaule, car il ne peut pas marcher seul. Le protagoniste dit à la jeune fille qu'aujourd'hui, il a fini par lui montrer tout son pouvoir, mais il veut vivre tranquillement en tant qu'exilé. Et c'est pourquoi il demande à Charlotte de garder le secret sur son pouvoir. Du point de vue de la jeune fille, le protagoniste semble charmant. En réalité, le garçon se sent mal, sans aucune force. Charlotte répond qu'elle l'aidera, car il est son sauveur. Alan, surpris, lui demande pourquoi elle pense cela. La conversation est interrompue par des villageois venus à leur secours. Le villageois s'approche avec une torche et des cordes. Il a également apporté l'équipement qu'Allen avait demandé pour explorer la grotte. Les villageois commencent à descendre par la corde. Le villageois aperçoit bientôt l'ours et demande avec enthousiasme qui a fait ça. Il sait que cet ours est réputé mortel, et que le nombre de ses victimes est incalculable. Charlotte hésite à répondre. Qui a éliminé l'ours? Le protagoniste intervient rapidement dans la conversation et dit qu'il pense qu'il y a un nécromancien dans cette grotte. Charlotte semble curieuse. Allen explique que sa théorie est que le nécromancien a essayé de transformer cette grotte en sa base et a détruit l'ours qui vivait déjà ici. Les villageois se disent entre eux que cette théorie est très sensée. D'un autre côté, le protagoniste est presque certain que cette femme nommée Morian s'est elle aussi déjà transformée en cadavre. Le nécromancien derrière tout ça doit être bien caché. À ce moment-là, le villageois demande ce qu'il devrait faire. Et le protagoniste dit qu'ils vont continuer. L'homme remarque l'état de santé d'Alan et demande s'il en est sûr. Le protagoniste, avec son habituel sourire effrayant, répond qu'il a besoin de voir de ses propres yeux à quel point ce nécromancien est doué. Les habitants sont d'accord et commencent à s'aventurer dans la grotte. Le silence règne sur les lieux. Le groupe avance prudemment pour ne pas faire de bruit. Le villageois regarde sur le côté et chuchote le nom du protagoniste. Il a trouvé Morian ligoté, et près de ses pieds, il y a des feuilles avec des symboles magiques.
Le groupe s'approche et le protagoniste réalise que la jeune fille est encore en vie. Il ne comprend pas pourquoi un nécromancien la laisserait en vie. Soudain, une idée surgit dans l'esprit du protagoniste. Et il est presque sûr de savoir qui est derrière tout ça. Ses pensées sont interrompues lorsque Morian l'appelle. Elle le regarde avec des yeux larmoyants et demande si le prince est venu ici pour la sauver. Alan, en bon gentleman bienveillant, frappa le visage de la jeune fille de toutes ses forces. Elle tomba au sol en toussant un liquide rouge, tandis que les habitants semblaient effrayés. Le silence s'installe. Alan dit, sans la moindre trace d'émotion sur son visage, qu'il aurait dû frapper Morian avec le côté le plus tranchant de la pelle. Les villageois se précipitent vers la jeune fille et l'un d'eux demande au protagoniste ce qui ne va pas. Alan a pu le découvrir en utilisant la fenêtre du système. Que ce n'est pas la vraie Morian. En réalité, c'est une nécromancienne de 63 ans nommée Morgana. Elle a utilisé la magie pour se faire passer pour Morian. À ce moment, la jeune fille, toujours sous son déguisement, demande pourquoi le protagoniste a fait ça. Il lui dit de ne pas faire l'innocente, puis informe tout le monde sur place qu'elle est la nécromancienne. Les villageois sont surpris, car jusqu'à présent, ils pensaient qu'elle n'était qu'une victime. Alan ajoute que son nom et même son âge ne sont que des mensonges. La jeune fille se met à crier qu'elle a été amenée ici et qu'elle est retenue en otage par un nécromancien. Le protagoniste décide de jouer son jeu et dit que les gens ne la croiront que si elle boit de l'eau bénite. L'eau bénite est un poison pour les nécromanciens. Mais c'est le meilleur remède pour les humains. La jeune fille essaie de trouver des excuses, disant que c'est trop précieux pour être dépensé ainsi. Alan s'approche d'elle et lui ordonne de boire la boisson sur le champ. La femme voit que tout son plan a été découvert. Pendant une année entière, personne au village ne s'est douté qu'elle n'était pas la vraie Morian, alors elle ne comprend pas comment un prince a pu le découvrir. La femme continue de réfléchir, quand le protagoniste lui demande avec colère si elle ne va pas boire. Il lui reproche de refuser l'aide du prince. Soudain, cette femme commence à se transformer en vieille femme, et elle dit qu'elle avait pensé à se débarrasser de lui. Pendant la contamination, Morgana utilise la magie pour jeter la bouteille d'eau bénite au loin. Des mains sortent du sol, tandis que la nécromancienne dit qu'elle a gardé le protagoniste en vie aussi longtemps que possible, mais qu'il a ensuite envahi son territoire. À ce moment-là, les squelettes qu'elle a invoqués commencent à se diriger vers le protagoniste et les villageois, mais sont bientôt frappés à la tête avec la pelle d'eau bénite. Alan se plaint que cette femme agit avec arrogance, comme si elle était importante. Soudain, la nécromancienne Morgana sent une aura meurtrière venant d'en haut, et n'a pas le temps de réagir. Charlotte lui saute dessus et pointe la dague sur sa tête. Alan remercie la jeune fille et enterre de nouveau les squelettes. Morgana demande avec colère ce qu'il fiche avec ces squelettes. Alan répond que c'est à ça que servent les pelles. Morgana hurle que ce n'est pas une pelle normale. Elle est sûre que c'est une relique sacrée. Le protagoniste conseille à la femme de s'inquiéter pour elle-même, avant de penser au squelette. Morgana s'en rend compte quand elle sent la dague s'approcher de son cou. Quelques minutes plus tard, la nécromancienne apparaît avec des bleus sur le visage et les mains menottées. La femme se présente comme étant Morgana, une nécromancienne de 63 ans. Le protagoniste ne pense pas que ce soit suffisant et lui demande si elle ne va pas tout avouer. Morgana répond qu'elle n'a pas l'intention de dire qu'il a envoyé ici pour l'achever. Alan est surpris et demande si elle a été envoyée par quelqu'un pour l'envoyer dans sa tombe. Morgana dit qu'elle l'a seulement fait parce qu'on lui a demandé de séduire Alan et de faire croire que c'est lui qui a mis fin à ses jours. Le protagoniste est choqué, car pendant tout ce temps, il pensait que c'était le propriétaire du corps d'origine qui avait fait ça, mais en y regardant de plus près, il semble qu'il a été forcé de mettre la corde autour de son cou. Le protagoniste regrette même d'avoir traité Alan de pathétique. Pendant ce temps, Morgana ne comprend pas pourquoi le garçon semble si calme, sachant que quelqu'un essaie de l'éliminer. À ce moment-là, la nécromancienne avoue que l'Église sombre l'a envoyé ici pour détruire le 7e petit-fils du Saint-Empereur. Mais elle a découvert aujourd'hui qu'il est aussi un nécromancien. Morgana ajoute que si l'Église l'apprend, elle ne le laissera pas tranquille bien longtemps. Alan dit simplement à Charlotte de continuer. La nécromancienne sent la lame de plus en plus proche de son cou et crie qu'elle est prête à tout dire sur l'Église sombre. Le protagoniste la gifle, tout en disant que ça n'en vaut pas la peine. Si elle décide de tout raconter si facilement. Morgana tombe par terre et se met à trembler. Alan laisse le sort de Morgana entre les mains des villageois.
car ils ont perdu les membres de leur famille à cause d'elle. La femme se met à crier pour implorer le pardon. Le protagoniste demande ce qu'ils ont l'intention de faire. Un villageois répond qu'elle devrait recevoir le même châtiment pour le crime qu'elle a commis. Cela signifie que son sort sera très douloureux et cruel, ajoute l'homme. Qu'il veut livrer son corps aux bêtes sauvages. Telle devrait être la fin de tout mauvais nécromancien. Le protagoniste était un peu impassible, et Charlotte s'approche par derrière. Au fond de lui, Alan voulait vraiment en savoir plus sur l'église sombre. À la fin de cette journée, le protagoniste a réussi à voler les livres qu'il a trouvés sur Morgana. Il les a mis dans l'inventaire du système et les a ramenés directement dans sa chambre. Certains livres ont l'air intéressants, et Alan commente qu'il aimerait parler aux esprits comme un vrai nécromancien, mais pense qu'il est impossible d'acquérir cette capacité ici à ce stade. Le protagoniste se souvient que Morgana a dit qu'elle aurait dû l'éliminer pendant la série de meurtres. Il craint que ses frères soient derrière tout ça. Il est logique qu'il tente quelque chose comme ça à cause de la bataille pour la succession. C'est la première fois que le protagoniste est témoin d'une lutte pour le trône. Mais il comprend vite qu'il va devoir s'y habituer, car dans cette nouvelle vie, il est membre de la famille royale. Cela inquiète le garçon, et il pense que peut-être il vaudrait mieux engager des mercenaires pour veiller à sa sécurité. Pendant que le protagoniste réfléchit, Charlotte est assise en silence sur l'un des bancs. Elle remarque que le prince est inquiet et craint également qu'il ne soit assassiné par ses propres frères. Charlotte sait que les gens pensaient qu'Alan était un type méprisable, mais elle a vu de ses propres yeux qu'il a changé et a sauvé beaucoup de gens seuls, surtout lors de cet incident. Il a même organisé des funérailles pour ceux qui sont décédés. Charlotte se souvient aussi que Alan s'est occupé des corps de ses parents, ce qui a rendu la jeune fille encore plus émue. Et elle a reconnu le protagoniste comme son unique sauveur. Charlotte a réfléchi à un moyen de le remercier. Est arrivée à la conclusion que pour l'instant, la meilleure chose à faire est de simplement le suivre, pour s'assurer que rien ne lui arrivera. À ce moment-là, Charlotte remarque un livre sur la table, intitulé Guide de l'épéiste impérial. Elle est sûre que c'est un signe du destin. Alors elle prend le livre et dit qu'elle est prête à devenir encore plus forte pour protéger le prince. Pendant ce temps, Alan se concentre à décrire dans la fenêtre comment s'est passée la journée d'hier, puis il retourne à la lecture des livres qu'il a réussi à voler à Morgana. L'un d'eux traite de l'évolution des zombies. Les zombies, leur corps se décompose et ils deviennent des squelettes. S'ils parviennent à garder leur corps intact, ils évoluent vers leurs versions les plus puissantes. D'un fantôme à un Dulahan, d'un Dulahan à un vampire. Les évolutions les rendent par conséquent plus intelligents et plus puissants. Le livre explique aussi que les zombies ont besoin de mana pour évoluer plus vite. Leur destination est appelée la Terre des Esprits, mais avant d'y arriver, ils devront se rendre sur la terre la plus sombre et la plus froide, afin que le corps ne se détériore pas avec la chaleur. L'arrivée de l'hiver est la meilleure période pour que ces zombies trouvent la Terre des Esprits. Le livre dit aussi que le 25 décembre est marqué comme le jour de la vague meurtrière, car c'est le jour où le roi des zombies nommé Amon a été assassiné. C'est en ce jour que le plus grand nombre de zombies cherchent la Terre des Esprits pour recouvrer la vie. Le protagoniste réalise qu'il ne reste que quelques jours avant la vague meurtrière. Cette nécromancienne avait parlé de le détruire durant cette période. Heureusement, elle a été attaquée avant, et maintenant le protagoniste connaît le plan. Soudain, Charlotte le sort de ses pensées et lui demande la permission de garder le livre. Il accepte et le lui donne. La jeune fille s'éloigne et le protagoniste remarque que Charlotte vient à l'église tous les jours, même sans qu'il le lui demande, elle nettoie les cimetières et prépare même les repas sans recevoir aucune rémunération. Le protagoniste pense que la jeune fille partira quand elle estimera l'avoir assez remerciée. De plus, elle a été adoptée par Grill et a maintenant une maison où retourner. Alan est heureux que tout se soit bien passé. Soudain, la porte de l'église s'ouvre dans un grand bruit. À la porte, des chevaliers apparaissent. Alan est effrayé par cette visite inattendue et demande ce qu'il se passe. Il utilise le système et découvre que ces hommes sont des chevaliers de la Sainte Croix. Le commandant second, nommé Harmonienne, retire son casque et dit au protagoniste qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles il aurait capturé la sorcière, Morgana. Alan réalise que l'homme a fait irruption dans l'église sans même le saluer. Il semble que personne ne respecte un prince exilé. Après avoir vu les chevaliers, le protagoniste en a conclu que ce devaient être les maudits dont Morgana avait dit qu'ils le surveillaient. Alors,
Alan est direct et avoue qu'il a attrapé la nécromancienne. Avec l'aide des villageois. Harmon dit qu'il voulait seulement confirmer si c'était vrai. Et demande si cela a demandé beaucoup d'efforts. Alan répond que oui. Lorsque le commandant en second demande s'ils ont vaincu l'ours avec des outils agricoles, le protagoniste reste silencieux. Harmon ajoute qu'il sait qu'ils ont vaincu l'ours. Pendant qu'une personne nommée Grill a détruit 30 marcheurs et a acculé la sorcière avec de l'eau bénite. Le commandant en second explique que c'est ce que le villageois a raconté. Le protagoniste a envie de régler son compte à Grill après cette conversation. Harmon avoue qu'il pensait que tout cela n'était qu'une exagération racontée par Grill. Mais qu'il y a cru en voyant les traces de la bataille. Alan sait que le commandant en second, en tant que chevalier, a vu des choses pires. Harmon est d'accord et demande s'il savait que Morgana appartenait à l'Église sombre. Le protagoniste confirme qu'il a appris d'elle. Et pensait au départ que c'était une sorte de secret, mais il semble que ce soit un fait public. Harmon raconte que jusqu'à présent, cette femme a détruit 5 villages à elle seule. Alan est surpris car il ne la pensait pas si forte. Le commandant en second demande sérieusement s'il a éliminé cette sorcière. El protagonista confirma que Morgana fue derrotada y que su cuerpo fue desechado. Harmon pregunta si fue él quien lo hizo. Alan cuestiona si el hombre de verdad cree que es tan fuerte. El protagonista prefirió continuar con su farol. Porque, al final, no vale la pena revelar que fue él quien sometió a la bruja. Para transmitir más veracidad, dijo que estaba tan asustado que casi se orina en los pantalones. Charlotte sostuvo al chico mientras él hacía su teatro. A los caballeros les dio asco oír esto. Pero Harmon pronto recuerda a que vino y pregunta dónde están los libros. Alan se hace el tonto y pregunta de qué está hablando. El subcomandante explica que fue enviado a recuperar los libros de magia negra de la bruja Morgana. Pero por alguna razón, su estantería estaba vacía. El culpable pone cara de no tener nada que ver con la situación, se ríe y dice que cree que los aldeanos los quemaron. Porque eran muy peligrosos. El subcomandante le agradece por responder a las preguntas y dice que hablará con los aldeanos. Pero primero, le da a Alan una bolsa con 80 monedas de oro. Esta es la recompensa por la cabeza de Morgana. El protagonista dice con una sonrisa en el rostro que solo hizo lo que tenía que hacer. Harmon le pide que la comparta con los demás aldeanos y él acepta, luego se va, besando la bolsa con las monedas. De repente, el subcomandante le pide al protagonista que empaque sus cosas. El chico lo mira incrédulo, preguntando si será exiliado por segunda vez. Harmon lo tranquiliza diciéndole que en realidad solo quiere sacarlo de la tierra de los espíritus, porque ya casi es la hora de la oleada de asesinatos, así que van a escoltarlo fuera de aquí. Alan está impactado porque no esperaba que a nadie le importara todavía. El chico pregunta emocionado si va a volver al Palacio Real. Pero recibe una respuesta negativa. El destino será la propiedad de Lonia. El protagonista comenta que ese lugar todavía está en la tierra de los espíritus, por lo que cree que no tiene sentido evacuar. El subcomandante responde que la propiedad de Lonia es una fortaleza construida para detener la oleada de asesinatos. Soldados y prisioneros son reunidos para luchar contra los zombies. Incluso haciendo todo esto, el subcomandante sabe que habrá víctimas. Así que le pide al protagonista que vaya a la propiedad de Lonia y oficie los funerales allí. Alan regarde comme s'il voulait refuser. La scène change pour un peu plus tard, quand Alan arrive à Lonia et rencontre le chef des lieux. Jenade Lapon lui souhaite la bienvenue, mais il semble que le protagoniste n'ait pas trouvé la calèche si confortable. Lapon salue Charlotte et Grill. Tandis qu'Alan trouve tout ce traitement de faveur pour un prince exilé suspect. Il interpelle rapidement le chef des lieux et lui demande de le guider. Lapon obéit aussitôt. Lonia est située sur la terre des esprits et a été surnommée la forteresse sacrificielle. L'endroit tire ce surnom du fait qu'ici les victimes, qui se sacrifient pour vaincre les zombies, se rassemblent. Ce qui attire également l'attention, c'est le mur de la forteresse, qui a été conçu pour résister pendant un mois contre les zombies jusqu'à la fin de l'hiver. À ce moment, le protagoniste aperçoit des prisonniers et demande à Harmon s'ils combattront en première ligne. L'homme confirme et dit au protagoniste qu'il peut simplement aider à soigner les blessés et à célébrer les funérailles. Alan répond qu'il peut le faire facilement, mais il change d'avis quand il entend Harmon dire qu'il y a au moins 2 à 3 000 victimes chaque année. Il demande s'il y a quelqu'un d'autre pour aider, et le commandant en second répond qu'il y a environ 80 prêtres qui peuvent accomplir le rituel de purification. De plus,
Des soldats aideront également lors des funérailles. À ce moment-là, le protagoniste interpelle le seigneur Lapon. Et l'homme lui demande s'il peut l'aider. Alan crie qu'il a besoin de boissons. Le type prend peur, et le protagoniste continue de dire qu'il ne peut pas gérer cette situation. Sans boire. Il préfère trop boire plutôt que de trop travailler. Les servantes apportent les boissons. Le protagoniste prévient Grill et Charlotte qu'ils peuvent se promener, mais qu'ils doivent rentrer avant la tuerie. Les deux acceptent. Finalement, Alan regarde Charlotte et dit qu'il est important qu'elle soit là pour le protéger. Après ces mots, il court vers la pièce avec les boissons et dit qu'il va se reposer. Charlotte regarde la porte et se dit mentalement qu'elle le protégera. Le protagoniste entre dans la pièce, estimant que c'était une bonne performance. En réalité, il ne va pas boire. Le garçon touche la bouteille de vin et transforme la boisson en eau bénite. Il est venu si vite qu'il a fini par oublier ses bouteilles à la maison et a dû les remplacer. Alan décide de remplir toutes les bouteilles avec de l'eau bénite et de mentir aux hommes en disant que c'est juste une boisson énergisante. Il en profite également pour s'entraîner au contrôle de la force. À ce moment-là, quelque chose sur le mur attire son attention et il s'y dirige. Alan se rend compte que c'est une arme. Il décroche le pistolet qui était suspendu, tout en se disant qu'il n'imaginait pas qu'il y avait quelque chose de tel dans ce monde. C'est étrange que les gens ici préfèrent utiliser des épées ou des couteaux plutôt que des armes à feu. La raison est que dans ce monde, les armes ne sont que pour la parade. De plus, cette arme utilise du mana et du pouvoir sacré au lieu de la poudre à canon. Les gens évitent aussi de l'utiliser parce qu'ils ne possèdent ni l'un ni l'autre. Même les mages entraînés ne peuvent tirer que 5 fois, et il faut 5 minutes pour produire une balle avec du mana. C'est pourquoi l'arme est devenue un vieil objet de décoration. Alan pense que c'est dommage, car il pourrait facilement abattre les zombies. À cet instant, le protagoniste ouvre le compartiment de chargement de l'arme et y verse un peu de pouvoir divin. Il n'est pas sûr que ce soit comme ça qu'il crée les balles. Il la pointe ensuite vers le mur d'en face et fait semblant de viser un zombie. Soudain, l'arme tire une puissante lumière bleue. Le système notifie que l'utilisateur a réussi à produire une balle de pouvoir sacré. Un grand sourire apparaît sur le visage d'Alan. D'un autre côté, le mur en face de lui a été détruit. Le système avertit qu'il active l'énergie divine. Le protagoniste est désolé pour le désordre qu'il a causé. Dehors, on entend des cris inquiets pour le prince. Le lendemain, le commandant en second était chargé de la patrouille. Il a une expression de colère sur son visage. Et les soldats commentent entre eux qu'il ne semble pas être de bonne humeur. Quelqu'un dit qu'il pense que c'est à cause du 7e prince. Soudain, Harmon leur crie de se taire. Il regarde les soldats et demande avec haine s'il devra leur répéter de garder les yeux sur les prisonniers au lieu de bavarder. Les soldats partent en courant, en disant qu'ils vont le faire tout de suite. Harmon reste seul et se dit mentalement qu'en fait, sa mauvaise humeur est à cause de ce prince. L'homme a entendu un grand bruit hier et a été empêché d'entrer dans la chambre par le protagoniste, qui a prétendu qu'il ne devait pas jeter un œil à l'intérieur de la chambre d'un adolescent sensible. Harmon se met en colère parce qu'il est sûr qu'il a cassé quelque chose. Le type n'a pas entièrement tort. Le commandant adjoint se souvient que, lorsqu'il a visité le village, les villageois ont rapporté que le protagoniste avait réellement changé depuis l'incident de la corde, combattant même un groupe de zombies pour sauver les villageois. Harmon est presque certain que le protagoniste a fait chanter les villageois pour qu'ils disent cela en sa faveur. Il est impossible que quelqu'un comme Allen puisse maîtriser un nécromancien du niveau de Morgana. Le commandant adjoint en arrive alors à la conclusion que c'est très probablement Grill qui l'a maîtrisé. Il décide d'écrire une lettre de recommandation pour que Grill puisse passer l'examen et devenir un chevalier sacré. Soudain, un bruit se fait entendre et Harmon suppose qu'une bagarre a éclaté entre les prisonniers. Il se précipite pour vérifier et crie, demandant ce qui se passe avant la grande bataille. À cet instant, le visage de l'homme est horrifié en réalisant que ce ne sont pas les prisonniers. Allen, avec une expression effrayante, plante la pelle dans le visage d'un homme et lui demande s'il sait à qui il a affaire. La scène change pour se situer quelques heures plus tôt, quand Allen creusait des tombes pour les employés qui sont décédés à cause du surmenage. Il utilisait le masque à bec d'oiseau qui contenait un sort de purification pour prévenir les infections. Jusqu'à ce moment, aucun zombie n'était arrivé sur la propriété. Malgré tout, le protagoniste avait déjà beaucoup travaillé.
Soudain, quelqu'un l'appelle. 3 types à l'air désagréable disent à Allen de se reposer un peu. Celui du milieu est Heist Edrin, le fils aîné du comte Edrin. Il pensait, à son visage, que le protagoniste était un étudiant de l'académie. Mais Allen demande de quelle académie il parle. Heist est surpris et s'interroge. Si le garçon n'est pas venu ici pour gagner des points dans les matières scolaires. Le type aux cheveux blonds pensait que le protagoniste était un de ces garçons de bonne famille. Mais le type aux cheveux noirs à côté de lui dit qu'Allen n'est rien d'autre qu'un pecno. Le protagoniste comprend que ces types cherchent les ennuis. Celui aux cheveux noirs dit à Allen qu'il a intérêt à écouter Monsieur Heist. S'il veut vivre une vie tranquille ici. Heist dit que le protagoniste n'a pas à s'inquiéter. Car il est seulement venu ici parce qu'il cherche une servante. À ce moment-là, le type désigne Charlotte et dit que quelqu'un comme elle ferait l'affaire. Allen demande s'il parle de Charlotte, et Hez lui demande si c'est sa servante. Le type commence à dire qu'il a déjà mis la main sur des femmes bien plus belles. Dans le gymnase, il continue de parler de ses expériences pendant que le protagoniste l'insulte mentalement. Allen décide de retourner creuser le sol car il n'aime pas les conversations de ces fous. Mais au moment où il tourne le dos, il entend le type appeler Charlotte. Allen s'arrête et observe les mouvements de Hez. Soudain, le type tire Charlotte par le bras et lui dit qu'elle peut s'amuser avec lui. La jeune fille refuse en disant qu'elle est occupée. Et Hez lui demande si elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Charlotte rápidamente aprieta la mano de él con todas sus fuerzas, y el tipo grita de dolor. Allen se da cuenta de que a este ritmo, ella puede romperle el brazo. Charlotte suelta la mano del tipo. Y él comienza a insultarla, maldiciéndola de todas las formas posibles. El protagonista obviamente no va a dejar que esto termine así. Le dice a Hez. Que sabe exactamente de qué familia proviene, pero que no le importa porque en este lugar cualquiera puede convertirse en un bocadillo para zombies. En ese momento, el protagonista levanta la pala y la deja caer con todo junto al cuerpo del tipo. Ace casi es golpeado. Allen se defiende diciendo que se equivocó del lugar donde iba a acabar. El tipo comienza a gritar que intentó golpearlo a propósito. Ace le pregunta cómo puede llamar a eso un error. Al momento siguiente, recibe un puñetazo precisamente en la cara. El protagonista se defiende, diciendo que se le resbaló la mano. Ace cae al suelo, y Allen pone su pie sobre su pecho. El tipo está a punto de preguntar si el protagonista sabe quién es él, pero Allen le hace la misma pregunta, cuestionando si Ace sabe quién es él. Fue en ese momento que llegó el subcomandante, y terminó la pelea. Ace dice que el protagonista debe ser castigado. Pero Charlotte interviene en la conversación y dice que el príncipe solo la defendió. Armon mira a Allen y dice que no puede simplemente ignorarlo. En ese momento, el protagonista pierde la paciencia y grita que todos se callen. De repente, varias cadenas azules atrapan a las personas del lugar. Intentan hablar, pero no sale ninguna voz. Armon ve que Allen está usando un encantamiento sagrado. De repente, el protagonista llama al subcomandante y le exige que le diga a este maldito hombre quién es él. Armon es liberado del encantamiento y se vuelve hacia Ace. Puis présente le protagoniste comme étant Alan Alfols, le petit-fils du Saint-Empereur. L'enchantement est rompu, et Alan demande si le garçon comprend ce qu'il a fait. Le protagoniste fait clairement savoir qu'il n'a pas aimé la façon dont il a traité Charlotte. Il commence à bégayer, et Alan dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il sourit et dit qu'il n'y aura aucun problème si le type s'excuse sincèrement. En fait, il y a eu un problème car le protagoniste a été arrêté. Il ne comprenait pas où était son erreur, et Charlotte l'informa que selon le seigneur Saint-Chevalier, la blessure infligée au fils d'un noble ne peut être pardonnée. Heist s'est évanoui après la confusion et a dû partir, porté. Maintenant, le protagoniste sera en prison pendant une semaine. Charlotte s'en excuse. Alan répond que ce n'est pas sa faute et ajoute qu'il profitera de ce temps pour lire des livres. C'est encore mieux car il n'aura pas besoin de travailler. La scène change et montre le commandant en second au milieu d'un blizzard. Le chef des soldats prévient que les prisonniers ont reçu l'ordre de déneiger, mais il neige tellement que ça ne se dégagera pas de sitôt. La cause principale du blizzard est due à l'enchantement d'Alan. Le commandant en second n'a pas entendu ce que le soldat a dit, parce qu'il était perdu dans ses pensées, se remémorant le moment où le protagoniste a utilisé l'enchantement sur tout le monde. Il dit simplement que les prisonniers doivent déneiger pour que le mur du château soit à la hauteur idéale.
Harmon est surpris que jusqu'à présent, il y ait peu de zombies même par un temps si froid. Il sait que le Saint-Empereur a éliminé le roi des esprits. Le 25 décembre. Peut-être que d'ici là, il n'y aura plus autant de zombies. Le soldat demande s'il doit rapporter quelque chose au Saint-Empereur. Harmon répond qu'il vaut mieux ramener les prisonniers à l'intérieur de l'enceinte. Pour gagner du temps et se regrouper. L'homme obéit, et les prisonniers arrêtent le travail. Soudain, une botte tombe au sol et un liquide rouge se déverse sur la neige blanche. Un zombie à la peau claire et aux yeux rouges apparaît avec la victime entière dans sa bouche. Quelqu'un crie de fermer la porte immédiatement. Les derniers prisonniers arrivent en sécurité. Et rapportent qu'ils ont été attaqués par derrière par des zombies à cause du blizzard. Il n'y avait aucun moyen de se rendre compte que ces choses étaient cachées. Le prisonnier pleure, disant que ses camarades qui étaient derrière avaient tous été vaincus. Le vice-commandant donna rapidement l'ordre d'escalader le mur extérieur. Et convoqua les soldats pour une bataille d'urgence. Il fut pris au dépourvu. Car tout était très calme et depuis le début. Il pensait que les esprits n'apparaîtraient que le 25 décembre, le jour où le roi Ammonius fut éliminé. Mais il semble qu'ils aient avancé les choses, les prêtres se préparent à soigner les blessés. Parmi eux se trouvent des prisonniers et des soldats. Le vice-commandant ne pensait pas que les zombies attaqueraient par derrière, il n'imaginait pas que ces créatures puissent élaborer une stratégie. Normalement les zombies ne connaissent pas la peur et ne se fient qu'à leurs instincts. Pendant toutes ces années, il était facile de faire face à ces monstres car ils n'avaient ni équipement ni tactique. Mais en voyant les zombies de cette année, cela ressemble plus à une armée parfaitement coordonnée. Le vice-commandant se sent impuissant en regardant ces créatures s'approcher de la barrière. À ce moment-là, une voix résonne à son oreille, une voix bizarre, qui dit adorer ce sentiment de peur qu'il ressent. Les zombies portent un trône géant, avec quelqu'un assis dessus. La voix continue en disant qu'il est le juge de ce monde, et qu'il sera celui qui décidera s'ils continueront à vivre ou non. La voix est celle de l'homme qui est transporté par la légion de zombies. Il se présente comme le successeur de Yoda et le dieu de la destruction. Le monstre était un zombie qui a évolué en vampire. Ses capacités sont démentielles et innombrables. La scène change et montre le protagoniste à l'intérieur de la prison. Il range le livre dans son inventaire, tout en se plaignant que jusqu'à présent personne ne lui a apporté sa collation. Soudain, Lapon l'appelle en criant et lui dit qu'il va le libérer. Le protagoniste ne comprend rien. L'homme ouvre la porte et Allen dit qu'il n'a pas encore purgé toute sa peine de prison. Lapon explique que cela n'a plus d'importance maintenant. En ce moment même, il y a une légion de monstres dehors. Allen trouve cela étrange. Car il pensait avoir assez de travailleurs. L'homme répond que le problème est qu'un vampire a mené une légion de zombies. Allen demande à Lapon s'il a bien vu. Car il est presque incroyable de penser qu'un monstre d'un si haut niveau se trouverait ici. Lapon dit qu'il l'a vu de ses propres yeux. Et a aussi entendu son langage clairement humain. Maintenant le vice-commandant Harmon est en train de le combattre. Lapon ajoute qu'il est venu le libérer car l'endroit pourrait s'effondrer. Et il veut s'assurer que le prince a réussi à évacuer vers un lieu sûr. Des cris se font entendre à l'étage alors que le seigneur demande au protagoniste de partir. Alan demande ce que sont ces cris, et il répond que ce doit être la légion de démons. Donc ils doivent s'échapper par l'arrière en ce moment. Plusieurs zombies sont projetés contre la fenêtre de la prison, ils heurtent violemment la grille et tombent dans la pièce. Alan reste bouche bée face à l'attaque, il ne s'attendait pas à ce que le vampire attrape autant de zombies et les leur lance dessus. Le protagoniste réalise que l'entrée de ces monstres ici signifie que le territoire a déjà été pris par eux. Il crie donc au Seigneur de faire sortir tous les résidents d'ici. À cette vitesse, il y aura beaucoup plus de victimes qu'il ne le pensait. Lapon accepte de chercher un endroit où les villageois pourront se réfugier. Alan reste en arrière pour s'occuper des zombies. Ceux-ci sont plus puissants que les autres qu'il a déjà combattus. Le protagoniste parvient à bloquer la porte avec la pelle et piège les zombies à l'intérieur. La seule option qu'il trouve maintenant est de s'enfuir. Alors, comme il ne peut pas affronter ce combat de front, Alan utilise l'eau bénite pour essayer de gagner du temps. Les zombies commencent à fondre et à tomber au sol de douleur. Le protagoniste en profite pour s'enfuir. Dehors, il découvre une scène de terreur, beaucoup de liquide rouge éparpillé sur le sol. Les résidents crient à l'aide alors qu'ils se font attaquer. Les soldats utilisent leurs boucliers pour repousser les zombies, mais réalisent qu'ils sont encerclés. Alan reste immobile pendant que tout se passe, il ressent une très forte colère dans son cœur. Et c'est qu'il ne peut pas rester là sans rien faire. La seule option qu'il trouve est donc de verser de l'eau bénite sur tout. À ce moment-là,
le protagoniste perce le sol avec la pelle. Et le système apparaît. Une vague gigantesque se forme autour du garçon et commence à se propager. En quelques secondes, un nuage d'eau bénite se forme également. Et il se met à pleuvoir. Les zombies tombent au sol en se tordant de douleur. Les soldats sont surpris de voir ces choses fondre uniquement avec l'eau de pluie. De plus, leurs blessures guérissent également. Ils comprennent que c'est de l'eau bénite. Mais ils pensaient que c'était quelque chose envoyé par Dieu, dit l'un des soldats. Que c'est en réalité l'œuvre du prince. Les villageois ont l'air confus. Et l'homme désigne alors le protagoniste, qui a toujours la pelle plantée dans la terre. Tout en envoyant de l'eau bénite aux zombies. Les villageois sont choqués de voir un prince exilé. Who can still use his holy power. Someone shouts that the prince is their savior. ¿Qué es lo que se espera del nieto del santo emperador, quien detuvo al espíritu Amón hace tantos años? En ese momento, se informa a los residentes que el señor ha abierto el sótano de la mansión, para que todos huyan, por lo que el soldado le pide que lo siga ahora. Los residentes agradecen al protagonista por su ayuda y corren hacia afuera. Alan se pone morado de tanto usar su poder sagrado. Dice que solo hizo llover dentro del castillo, y aún así, está agotado. Pero sabe que no puede detenerse, así que llama a los guardias. Alan explica que será muy difícil si solo usan estas lanzas para defenderse. Así que, el chico decide poner agua bendita en la punta de las lanzas. Dice que es la primera vez que hace esto y no sabe cuánto durará. Pero ahora los soldados tienen una mejora de poder sagrado en sus armas. El hombre pregunta, confundido, ¿qué es una mejora? Y Allen dice que significa que las armas funcionarán mejor. El protagonista añade que confía en ellos. Luego, grita a los hombres que vayan a salvar a su gente. Las puertas se abren y los soldados con armas mejoradas se lanzan a la batalla. El primer golpe de espada es suficiente para acabar con el zombi. Los hombres están felices al darse cuenta de que un solo toque es suficiente. Armón les llama la atención para que se concentren en la batalla. Los soldados confían en que ahora pueden lograrlo. Esta alegría dura poco. Porque aparece un hombre montado en un caballo de fuego. Los soldados se dan cuenta de que es un Duyan. Una especie de llama roja con tentáculos negros sale del Duyan y asesta golpes letales. El soldado está seguro de que no puede derrotar a este monstruo. En ese momento, un arma apunta al demonio. El protagonista se disculpa con todos, porque esta será la segunda vez que usa este objeto. Y aún no se ha familiarizado mucho con él. Después de eso, Allen dispara. El vampiro que lidera el ataque siente que ha llegado su momento. Su evolución a vampiro duró 50 años. Después de eso, comenzó a controlar a los zombies. Pensando en crear una legión poderosa. Esta es la oportunidad que ha esperado durante tantos años. Su evolución finalmente le trajo el retorno que necesitaba, y siente que su victoria está al alcance de la mano. Qu'il est le plus puissant de sa catégorie. Les vampires sont classés en fonction du mana qu'ils possèdent. Mais il n'était pas reconnu par les autres vampires car il est devenu l'un des leurs il y a peu de temps. Quoi qu'il en soit, il reste confiant car il a reçu le pouvoir qu'il désirait tant. Le crâne du roi Ammonius, c'est grâce à ce crâne que le vampire a réussi à rassembler le mana nécessaire pour contrôler 20 000 démons. Maintenant, il est prêt à être aussi bon qu'Amon. Le vampire croit également que ses chevaliers sacrés sont insignifiants, mais faire d'eux ses serviteurs zombies sera très gratifiant. Pendant ce temps, les flèches continuent d'être tirées. Depuis le haut du mur. Harmon crie de ne pas s'arrêter, si quelque chose tourne mal, il n'y aura aucune échappatoire. Il comprend que la vie des gens dépend de lui. Le commandement du lieu est entre ses mains. Il se sent sous pression et réfléchit à une idée pour sauver le village. Mais il sait que c'est difficile. Le seul espoir serait que le Saint-Empereur soit là. Soudain, Charlotte s'approche avec plusieurs lances et dit que le village va bien. Le prince a réussi à les faire sortir d'ici en toute sécurité. Charlotte prévient également qu'elle ne laissera rien de mal arriver au village où se trouve actuellement Alan. Harmon regarde la jeune fille, ne sachant que dire. Elle laisse tomber tout l'équipement sur le sol. Et dit qu'elle l'a apporté parce qu'elle a entendu dire qu'il voulait utiliser les armes. En haut du mur, le commandant second est surpris car il pensait initialement que Charlotte n'était qu'une servante, mais elle portait une série d'armes qu'aucun soldat vétéran ne pourrait porter. Sa force est absurde pour une servante. Cela donne plus confiance au commandant second pour affronter cette bataille. Alors, il se dit qu'il va quitter la forteresse et en finir avec ce vampire. À ce moment-là,
Tout le monde réalise que la prochaine attaque est imminente. Plusieurs zombies sont projetés vers le mur du château. Harmon se met devant Charlotte et dit que c'est trop dangereux pour elle de s'exposer. Il sort l'épée de son fourreau, qui est également imprégnée d'eau bénite, mais s'arrête avant d'attaquer. Charlotte prend son élan et saute, l'épée à la main, en direction des zombies. Elle les tranche facilement en deux. Harmon met sa main devant son visage, se protégeant des débris. Charlotte atterrit avec grâce de l'autre côté du mur. El subcomandante se queda solo y se da cuenta de que los zombies, que fueron cortados por la espada de la chica, son incapaces de levantarse. Él cree que Charlotte apuntó precisamente a la cabeza o imbuyó su arma con poder sagrado, para destruir a estas cosas de un solo golpe. Mientras el hombre está allí pensando, Charlotte pasa junto a los caminantes, golpeándolos uno por uno en el cuello. Harmon se da cuenta de que se está esforzando mucho porque sus técnicas son descuidadas. In addition, it is visible that the girl is using her physical strength to make up for the lack of training with swordsmanship, but all her steps seem familiar. Harmon notes that it is the imperial swordsmanship of the Holy Empire, La même qu'il entraînait lorsqu'il était soldat dans l'escouade de la Sainte-Croix. Harmon hurle sur Charlotte, lui demandant où elle a appris cette maîtrise de l'épée. Et si elle est un membre de la famille du Saint-Empereur. La jeune fille répond qu'elle n'est qu'une servante du 7e prince, et que sa maîtrise de l'épée provient en réalité d'un livre qu'elle a lu. Et s'est entraînée toute seule. Après avoir dit cela, la jeune fille est retournée vers les zombies. Pendant ce temps, Harmon se tenait au sommet du mur sans rien comprendre à ce qu'elle avait dit. La scène change et nous montre le refuge des habitants. Le soldat livre quelques bouteilles d'eau bénite pour que le prêtre les utilise lorsque son pouvoir sacré sera épuisé. Lapon demande où l'homme les a trouvées, et celui-ci répond que le protagoniste les a offertes. Le seigneur est heureux et demande où est allé le prince. Le soldat répond qu'il est parti au combat. Lapon est triste d'apprendre cela, mais dit qu'Alan n'a plus d'assurance. Maintenant, avec sa nouvelle personnalité et son pouvoir sacré, Lapon se souvient soudain de quelque chose d'important et demande s'il reste des troupes pour protéger l'intérieur du territoire. Au même moment, à l'intérieur du château, des épées et des boucliers sont éparpillés sur le sol, accompagnés d'une immense traînée de liquide rouge. Pendant ce temps, les zombies se déguisent en soldats et se dirigent vers le sommet du mur. Le protagoniste tente également de s'infiltrer et est reconnu par un soldat. Il présente ses zombies déguisés en renfort. Le soldat dit que la situation devant la porte du château est plus urgente en ce moment. Alan pense que c'est parfait, car en bas, personne n'a le temps de vérifier les visages. Le garçon a utilisé le reste du pouvoir sacré qui lui restait pour contrôler ses soldats. Le protagoniste a d'abord pensé à ressusciter les vrais soldats. Mais il a vu que ce serait beaucoup de travail et a décidé de simplement contrôler les zombies qui existaient déjà. À ce moment-là, le soldat en face de lui a pensé qu'il était un prêtre et lui a demandé s'il ne devrait pas être en train de soigner les gens. Alan a répondu qu'il était venu ici pour tester quelque chose et a ensuite montré l'arme. Le soldat essaie d'expliquer que ce type d'ornement est inutile. Mais le protagoniste est concentré et dit que cet endroit offre la meilleure vue. La cible est parfaitement visible. Alan vise ce que tous les hommes ont de plus précieux et tire. Il comprend que c'est l'occasion parfaite pour que le vampire fasse l'expérience de sa bénédiction. La scène nous ramène quelques minutes en arrière. Le commandant second a rejoint le reste de l'escouade car il a appris que l'évacuation du territoire était terminée. Il va donc maintenant aider l'équipe. Harmon est informé que la situation ne s'est pas aggravée, grâce à des soldats ordinaires qui ont utilisé des armes chargées de pouvoir sacré. Il ne sait pas comment c'est arrivé, mais leurs compétences sont comparables à celles des chevaliers sacrés. Il y avait aussi d'étranges renforts qui se trouvaient à leur côté. Le chevalier ajoute qu'ils ont maintenant besoin d'une idée pour détruire le vampire. Armand abat quelques zombies tout en demandant où en sont les attaques à longue distance. Le chevalier répond que les tirs de flèches se poursuivent. À cet instant, une flèche a filé à toute vitesse vers la tête du vampire, mais l'attaque a été bloquée par un bouclier fait de mana. Le commandant en second réalise qu'il sera difficile pour une arme de percer ce bouclier de mana. Le soldat suggère de percer directement à travers la légion de zombies. Mais Harmon sait que ce sera difficile car ils ont déjà du mal à contenir les zombies. Soudain, quelqu'un crie, en demandant si c'est un prêtre. Les zombies commencent à être abattus un par un. Et le chevalier demande à Harmon si un prêtre est capable de faire cela.
Le commandant en second regarde en direction du prêtre et voit une sphère de lumière bleue autour de la personne. Il comprend instantanément de qui il s'agit. Pendant ce temps, le protagoniste se concentre sur le sort et invoque Gaïa, la déesse de l'amour et de la miséricorde. Alan supplie la déesse de lui accorder son pouvoir, pour au moins quelques secondes afin qu'il puisse vaincre les zombies et percer le bouclier de mana. La sphère bleue se transforme en une femme aux longs cheveux. Elle lève les mains et le pouvoir entoure l'arme que le protagoniste tient. Le commandant en second voit toute la scène se dérouler sous ses yeux. Il s'écrie joyeusement que l'image de la déesse s'est manifestée par les particules de lumière. À ce moment, la déesse se tient derrière le protagoniste. Elle envoie son pouvoir dans l'arme. Harmon hurle que c'est sans aucun doute une bénédiction accordée directement par la déesse Gaïa. Il est surpris car même pour les prêtres de haut rang, c'est quelque chose d'impossible. Il semble que le déguisement du protagoniste était si parfait que le commandant en second ne l'a pas reconnu. Mais Charlotte l'a reconnu, même sous ses costumes. Elle dit joyeusement qu'elle peut reconnaître la lumière de son Altesse. L'homme est cependant réticent à l'accepter. Surtout parce qu'Alan a blasphémé contre Gaïa lorsqu'il a éliminé ses gens dans l'église. Par conséquent, il est insensé qu'il reçoive sa bénédiction maintenant. Pendant ce temps, le pouvoir de Gaïa est ressenti par toutes les personnes présentes. Harmon se demande si le protagoniste a été pardonné. À cet instant, Alan vise entre les jambes du vampire et dit qu'il espère que la bénédiction de Gaïa sera avec ses futurs enfants. Le projectile fend l'air et renverse les zombies qui se trouvent sur son chemin. La balle frappe le bouclier avec précision et commence à se fissurer. Le vampire envoie plus de mana, tentant de sauver sa protection, mais c'est inutile et il est touché entre les jambes. Avant qu'Alan ne vienne à Ionia, il a étudié un livre sur la méthode de collecte du pouvoir sacré. C'est là que le garçon a réalisé que tandis que les sorciers utilisent des sorts et du mana, les prêtres utilisent des prières et le pouvoir sacré, et les nécromanciens l'espérance de vie et le pouvoir magique. Le véritable Alan a dû renoncer à son espérance de vie et à son pouvoir magique en échange, pour devenir un nécromancien, mais le protagoniste a utilisé le fait qu'il était le petit-fils du Saint-Empereur pour tester son propre pouvoir sacré. Ainsi, il a échangé la nécromancie contre les prières des prêtres. C'est ainsi que sa prière a fonctionné, et il a réussi à contacter la déesse Gaïa. À cet instant, le vampire hurle de douleur et exige le retour de sa légion. Il veut maintenant battre en retraite. Le protagoniste se rend compte que le tir n'était pas fatal. Mais au moins le bouclier a été détruit. Les chevaliers crient à tout le monde d'attaquer pendant que l'armée bat en retraite. Alan descend du mur et va vers ses zombies. Déguisé, il dit aux autres soldats que il doit emmener ses hommes pour s'occuper des blessés après ça. Le protagoniste court avec ses zombies dans le château, les soldats restent là en bas, sans rien comprendre car ils sont encore sous le choc de l'apparition de la déesse Gaïa. Ils ont tous poussé un soupir de soulagement et ont commenté que c'est bien d'avoir un prêtre de si haut rang. Parmi eux, le commandant en second avait encore des doutes, se demandant si c'était vraiment Alan après tout. Le garçon n'était rien de plus qu'un homme inutile qui méritait d'être exilé. Mais maintenant, quelque chose semble avoir changé. De plus, il y a toujours Charlotte, une fille extrêmement compétente qui est fière de servir le 7e prince. Le commandant en second ne sait pas comment cela a pu arriver, et se souvient du villageois disant que son Altesse a changé. L'homme est presque convaincu que ce garçon a vraiment changé, probablement après avoir perdu la mémoire. Le commandant en second ne comprend toujours pas comment Alan a oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans et est revenu avec la personnalité qu'il avait avant. Cette personnalité qu'il avait avant le décès de Yulisha. Yulisha est la mère du 7e prince Alan, une jeune femme de la campagne d'origine roturière. Elle était de sang mêlé, issue de la nation sainte et de la nation du Sud appelée Oslon. À cause de cela, elle était mal vue par de nombreux nobles et même par l'empereur actuel. Mais le fils du Saint-Empereur l'aimait et ils se sont mariés quelque temps plus tard. Ils donnèrent naissance au premier prince. C'est alors que la famille royale choisit 2 femmes nobles comme concubines pour le fils du Saint-Empereur, et elles eurent de nombreux enfants. Le fils du Saint-Empereur continua de n'aimer que Yulisha, et après cela, elle donna naissance au 7e prince. Alan était très heureux et gentil, mais quand il eut 10 ans, sa mère décéda. Yulisha fut attaqué par un vampire lors d'une promenade nocturne avec ses 2 enfants, le premier prince et le 7e prince. Yulisha est décédé en essayant de protéger Alan. Le premier prince a survécu et a reçu une malédiction sur son cœur. Après cet incident, Alan est devenu quelqu'un d'autre.
Les gens disaient même que le 7e prince était devenu fou. La théorie du commandant en second est qu'Alan a retrouvé sa personnalité d'origine. Parce qu'il a perdu la mémoire après avoir tenté de se suicider. Mais cela n'explique toujours pas son puissant pouvoir sacré pour invoquer la déesse Gaïa. Armand trouve étrange que le garçon cache ce pouvoir à tout le monde. Peut-être est-ce parce qu'Alan ne veut pas attirer l'attention de la famille de l'empereur sacré. Car s'il prépare une revanche, il est logique qu'il veuille honorer le nom de sa mère. Personne au palais impérial ne l'aimait, ni elle ni ses enfants, les nobles l'insultaient quotidiennement. Et elle a connu cette fin. Si Alan veut détruire ces nobles et le vampire. Cela expliquerait la raison pour laquelle il cache son pouvoir. Cette théorie est la plus acceptée par Armand. Car il se souvient qu'Alan agit de manière indisciplinée devant lui. Bien qu'il soit un chevalier sacré, et cela expliquerait aussi les incroyables capacités de Charlotte. Au fond de lui, Harmon se sent aussi coupable de ce qui est arrivé à Yulisha. Il était de garde le jour de l'attaque, le premier prince a ordonné à Harmon d'aller chercher du renfort. Et il a obéi, laissant Yulisha seul avec les enfants pendant quelques minutes. Le vice-commandant ne pourrait jamais se pardonner de ne pas avoir protégé son Altesse. Il décide donc qu'il aidera le protagoniste coûte que coûte. Au cas où il voudrait se venger au nom de son Altesse, mais la première étape est de rétablir la sécurité de Lonia. L'homme était si absorbé par sa théorie qu'il ne s'est même pas rendu compte que la nuit était tombée. Il est retourné au château et a été effrayé par l'apparition d'un soldat. Harmon trouve cela étrange car il n'a jamais vu une patrouille de garde sans torche. En pleine nuit, il réalise bientôt que ce soldat est en fait un zombie. Et l'attaque avec son épée, mais le coup est facilement bloqué. Harmon a l'air surpris puis esquive quelques flèches. À ce moment-là, les zombies déguisés en soldats commencent à sortir du château. Le vice-commandant continue d'attaquer. Et remarque que ces zombies semblent beaucoup plus forts, mais peuvent toujours être vaincus. À ce moment-là, Harmon pointe son épée vers la tête du zombie. Et tente de le frapper. À la dernière seconde, quelqu'un lui crie de s'arrêter. Le vice-commandant obéit et se rend compte que tous les zombies sont devenus immobiles. Il entend des bruits de pas et demande ce qui se passe. Le protagoniste ordonne simplement à Harmon de poser son arme. Les deux marchent ensemble. Et le protagoniste lui demande comment vont les troupes. Il lui rappelle que la Légion sera bientôt de retour. Après minuit, ce sera le jour du passage de l'esprit à Mont. Les gardes doivent donc être prêts. Harmon remarque que le protagoniste a contrôlé ses zombies et lui demande s'il utilise la nécromancie. Alan essaie de trouver des excuses car il ne voulait pas que son plan soit découvert. Le commandant en second demande, effrayé, s'il est si déprimé qu'il a dû recourir à la nécromancie. Alan ne comprend pas de quoi il parle. Mais avoue qu'il contrôle bien les zombies. Le protagoniste explique qu'il ne peut se souvenir comment il manie si facilement la nécromancie, mais qu'il a décidé de l'utiliser pour les aider au combat. Le protagoniste a donné cette excuse de perte de mémoire, car il sait que personne ne le croirait. S'il disait qu'il avait transmigré, le commandant en second essaie de dire qu'Alan sait utiliser la nécromancie parce qu'il a passé un pacte avec le démon. Alan répond qu'il ne s'en souvient pas. Quand il s'en est rendu compte, il savait déjà comment manier la nécromancie. Le commandant en second reste silencieux. Et le protagoniste lui demande s'il va en parler aux inquisiteurs. Harmon répond qu'il le devrait, et Alan commence à se dire qu'il est foutu. Il commence déjà à penser à la manière dont Charlotte s'y prendrait pour le sauver. Ses pensées sont interrompues quand Harmon tombe à genoux devant lui. Il s'incline devant le protagoniste et dit qu'il gardera son secret. Alan est surpris par ce geste, tandis que le commandant en second dit qu'il l'aidera. Jusqu'au bout. Le garçon ne comprend pas pourquoi le chevalier, qui ne l'appréciait pas au début, fait cela. Cela semble très suspect, pense le protagoniste. Ce type veut peut-être l'utiliser pour quelque chose, mais cela n'a pas de sens. Car il n'a rien à offrir. Alors Alan arrive à la conclusion que le commandant en second veut simplement surveiller ses actions. Harmon répond que ce n'est pas ça et s'apprête à lui rappeler l'incident de sa mère. Mais le protagoniste l'interrompt, l'avertissant qu'ils doivent se concentrer sur la prochaine attaque. À ce moment-là, la lune devient rouge et Alan dit que c'est l'heure. Il regarde Harmon et lui souhaite un joyeux Noël. Les zombies se dirigent vers le mur du château. Et le protagoniste ajoute un joyeux Halloween en prime. Harmon n'était pas très content de ce mélange de dates commémoratives. Pendant ce temps, le vampire ordonne à ses monstres de dévorer les vivants. Pour évoluer, il promet de faire en sorte que tous deviennent aussi des rois. À ce moment-là, le vampire remplit sa bouche et crache un pouvoir rose. Doté de tentacules.
Pendant ce temps, Lapon aide la ligne de front. Aise a été forcé de se battre et a tenté de fuir le combat, prétextant que la partie de son visage frappée par le prince lui faisait encore très mal. Sa plainte n'a pas été prise en compte. Le seigneur est concentré sur le nombre de monstres devant eux. La puissance des zombies est clairement incomparable, et cela décourage les soldats. Soudain, des murmures se font entendre au sujet du prêtre de haut rang. Qui va les sauver? Le protagoniste avance à travers les soldats, attirant l'attention de tous. L'instant d'après, il invoque Gaïa et demande que son pouvoir soit partagé avec ses soldats pour vaincre le mal. La requête est acceptée, et le pouvoir se propage à tout le monde. Le système notifie que la compétence a été activée. Les armes sont améliorées sous les yeux des soldats. Lapon esquisse un sourire, disant que la déesse est avec eux. Les hommes reprennent confiance et l'attaque commence. Les zombies s'affaiblissent face au pouvoir sacré. Le commandant en second demande directement à Gaïa une partie de son pouvoir et son arme. L'instant d'après, l'homme s'élance pour frapper les ennemis. Il exécute un combo sur les zombies. La stratégie de Harman est de faire croître l'esprit combatif des soldats. Cela fonctionne. Et c'est l'occasion parfaite pour attaquer la cible. D'un autre côté, le vampire est en colère contre le protagoniste pour lui avoir barré la route avec ses soldats inutiles. Harman court vers le vampire, mais le démon n'est pas prêt à céder facilement. Et saute au moment de l'attaque. Il atterrit au sol et dirige le crâne d'Amon vers le protagoniste. Harman crie à tout le monde d'attaquer maintenant. Mais les soldats s'arrêtent quand ils réalisent que quelque chose ne va pas. Le vampire place un crâne d'homme sur sa tête, et son corps se transforme. Il attrape les soldats avec ses mains et les écrase. Le protagoniste avait imaginé que le vampire ferait ça, et qu'il serait la prochaine victime. Alors Alan commence à fuir tandis que le démon voit son mouvement. Grâce au pouvoir sacré, l'objectif du protagoniste est d'utiliser le mur du territoire comme bouclier avant que le pouvoir du vampire n'arrive. Il n'a pas le temps, car à 7 secondes une pierre a été lancée dans sa direction. Alan essuive de justesse. Le démon rit de sa tentative de fuite et dit que le garçon aura ce qu'il mérite. El vampiro abre la boca, a punto de lanzar un poder destructivo, y el protagonista grita que es hora del plan C. Charlotte salta, cargando una piedra enorme, mientras el demonio escupe el poder hacia el protagonista. En el último momento, Charlotte logra usar la piedra como escudo. Alan suelta un suspiro de alivio al ver que la chica llegó a tiempo. Y dice que ella es realmente de fiar, pero algo despierta su preocupación. El escudo está empezando a romperse por la fuerza del poder, y además, Charlotte todavía no sabe cómo controlar su propia fuerza. Si se quedan aquí, serán consumidos por el ataque del monstruo. De repente, alguien salta hacia Charlotte. Grill se une a los chicos para sostener el escudo. Charlotte se preocupa por su padre adoptivo. Y él dice que hará cualquier cosa por su hija. El escudo comienza a destruirse. Alan hace un último intento por salir con vida y se coloca detrás de los dos, enviando poder sagrado. Confiesa que no sabe cómo usarlo correctamente, pero cree que este muro también puede fortalecerse con energía divina. Igual que el muro de su habitación, por lo que invoca a Gaia de nuevo y pide protección. El enemigo, con los ojos desorbitados, escucha la plegaria. Alan no sabe qué más pedir. Y le grita a Gaia que haga algo. De repente, aparece la imagen de un escudo azul. El demonio es tomado por sorpresa y es golpeado súbitamente por el holograma. El poder es tan fuerte que se produce una explosión, un cráter se abre en el suelo. Y las piedras vuelan por todas partes. Charlotte está en medio del polvo, mientras intenta encontrar al protagonista. En cuanto el polvo se disipa, se puede ver un cuerpo. Ella corre hacia Grill, y el protagonista le sujeta el hombro, diciendo que todo está bien y que el hombre solo se ha desmayado. Charlotte pregunta cómo está el príncipe, y él responde que se encuentra bien, pero que la lucha aún no ha terminado. El poder sagrado de Gaia sigue consumiendo el cuerpo del demonio, pero el cráneo ya no está allí. Charlotte dice que el protagonista está demasiado débil, y no debería volver a luchar. Él responde que lo sabe, y que incluso su agua bendita se ha agotado. Cuando dijo que no había terminado, se refería a que tienen la oportunidad de retirarse. Charlotte comienza a cargar a su padre, while the protagonist leads the way. At that moment, a purple flame catches his attention. Il se retourne et trouve un crâne. Allen se souvient que pendant le combat,
Il a réalisé que le mana ne s'accumulait pas autour du vampire, mais ailleurs. Charlotte attire rapidement son attention, et il dit qu'il doit d'abord vérifier quelque chose. Alan prend le crâne dans sa main et reconnaît rapidement que c'était celui que le vampire portait autour de son cou. Puis, il appelle le système et demande quelle est la fonction de cet objet. Le système l'informe que c'est le crâne du roi nécromancien Tamonius. À la première utilisation, la puissance magique de l'utilisateur sera amplifiée de 20%, et le niveau de récupération sera augmenté de 10%. Tous les effets des compétences liées à la magie sont augmentés de 10% pendant qu'Alan consulte la fenêtre du système. Le vampire se met à hurler qu'il doit attraper ce maudit prêtre et récupérer au plus vite. Il touche son visage et réalise qu'il n'a plus le crâne, mais voit bientôt le protagoniste avec son objet en main et court pour le récupérer. Alan finit de lire toutes les informations du système et sait ce qu'il doit faire. Il place le crâne d'Amonius sur sa tête et plusieurs notifications apparaissent, l'informant du renforcement temporaire de l'équipement. Le protagoniste se tourne vers le vampire et dit que maintenant la Légion appartient à l'héritier de l'héritage de Gaïa. Des chaînes volent vers le démon et immobilisent ses membres dans les airs. Les saints chevaliers font descendre le démon au sol. Le pouvoir de Gaïa affecte tous les zombies. Ils marchent calmement vers la source de la voix. Le vampire est accusé d'avoir enfreint les règles de ce monde de sa propre volonté. Désormais, Alan commande tous les démons sur place. Le vampire se met à hurler que ce n'est pas juste, et que c'est le protagoniste qui a enfreint les règles. Il n'accepte pas que le pouvoir appartienne à un humain incapable. Alan pointe l'arme sur sa tête, tout en disant qu'il ne sait pas non plus ce qui s'est passé, mais qu'il en est heureux. Le protagoniste effectue la prière, au nom du prêtre et du pouvoir sacré. Finalement, il souhaite un joyeux Noël au vampire, un sourire aux lèvres et tire. La balle part comme une explosion dans le visage de l'ennemi. Les dégâts affectent la moitié de sa tête. Et il s'effondre au sol. Charlotte regarde Alan. Pendant ce temps, le pouvoir de Gaïa reste lié aux zombies. Ils sont détruits un par un et disparaissent. Les soldats célèbrent tandis que la neige tombe, le commandant en second se rend auprès de Charlotte et Grill. Quelque temps plus tard, le Saint-Empereur arrive à Ionia et ne voit aucun zombie. Il demande s'il est arrivé en retard. Le vieil homme a senti la présence d'Amon. Le chevalier l'informe qu'il a entendu dire que c'était un vampire qui contrôlait 20 000 démons. L'empereur dit que les vampires ne sont pas si forts que ça, mais l'atmosphère de l'endroit est tout de même étrange. Il semble qu'il y ait eu un conflit immense entre le pouvoir sacré et le pouvoir magique. Cela signifie que le vampire avait une grande puissance magique. Maintenant, il est curieux de savoir qui est la personne qui a pu bloquer ce pouvoir. Le chevalier dit que ce doit être quelqu'un qui se consacre à devenir un saint. L'empereur répond que c'est probable. C'est une bonne chose qu'il y ait plus de saints et de prêtres. Car avec le temps, ces vampires commenceront à s'infiltrer parmi les humains. Ce sera beaucoup plus facile s'il y a quelqu'un pour les renvoyer en enfer. Le chevalier commente que le pouvoir sacré de Dieu ne s'éveille pas partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle les prêtres et les saints ne sont pas courants. L'empereur répond qu'il le sait très bien. Il pense simplement que ce serait bien d'avoir un prêtre aussi puissant dans l'Empire royal. Après cela, l'empereur dit qu'il va rentrer et ordonne à ses hommes d'envoyer des prêtres et des guérisseurs pour s'occuper des villageois. À ce moment-là, l'un des chevaliers dit à l'empereur qu'Alan se trouve sur la propriété et lui demande s'il ne veut pas le rencontrer. Soudain, une aura meurtrière émane du vieil homme et il demande avec colère pourquoi il devrait rencontrer le 7e prince. Les hommes se dépêchent d'exécuter les ordres avant de perdre la tête. L'empereur prend une profonde inspiration et dit qu'il n'y a pas besoin de voir l'enfant qui a déshonoré sa propre mère. Il ne veut absolument pas voir ce maudit petit-fils, c'est Keltalfols, le saint empereur âgé de 105 ans. Il est sûr que le morveux a pleuré pendant la bataille. La scène change et se déroule au palais impérial. Harmon fait son rapport au saint empereur et l'informe que le protagoniste est responsable de la destruction du vampire. Le saint empereur a crié de surprise. Les nobles murmurent que c'est incroyable et que ce sont les sornettes les plus bizarres qu'ils aient entendues ces dernières années. Le saint empereur demande à Harmon s'il est bien sûr de parler d'Alan. Alfols, le vice-commandant, confirme que le protagoniste a éliminé le vampire. Le saint empereur dit avec colère qu'il n'aurait jamais pensé voir Armand mentir, mais qu'il semble maintenant qu'il va devoir mettre fin à ses jours. L'archevêque interrompt la conversation et demande au saint empereur de se calmer, puis dit à Armand que
Ce qu'il vient de dire est une chose impossible. Il s'agit de l'archevêque Raphaël Historia, âgé de 100 ans. Le pauvre vice-commandant a écouté toutes les barbaries que les nobles avaient à dire sur le protagoniste. Il comprend que les gens soient méfiants à cause de l'ancienne personnalité du garçon. Alors il s'excuse auprès de Sa Majesté et dit qu'il est seulement venu rapporter ce qu'il a vu. De ses propres yeux. L'archevêque commente qu'il a également entendu les habitants de Lonia défendre le 7e prince. Certains l'ont même appelé prêtre. L'archevêque suggère d'enquêter sur lui. Car le garçon pourrait être lié à l'étrange énergie que le Saint-Empereur a ressentie la dernière fois. Le vieil homme demande sérieusement si l'archevêque croit qu'il puisse être ce gamin. Raphaël répond seulement qu'il essaie d'empêcher le protagoniste de s'attribuer les mérites de quelqu'un d'autre. Le Saint-Empereur tourne son attention vers Armand et dit qu'il n'est toujours pas sûr qu'il dise la vérité, mais que tout le monde devrait être récompensé pour avoir protégé le territoire de Lonia. En y réfléchissant, le Saint-Empereur divise une partie du territoire de Lonia et la donne au vice-commandant en guise de remerciement. De plus, il promet également qu'il raccourcira la durée de l'exil du protagoniste. Finalement, le Saint-Empereur dit que le vice-commandant doit amener le 7e prince au palais impérial lorsqu'il sera complètement rétabli. Un peu plus tard, Armand frappe à la porte et dit qu'il est revenu de la mission. La personne de l'autre côté lui dit d'entrer. Le vice-commandant éclaire la pièce sombre avec une bougie. À ce moment-là, nous voyons une personne très blessée dans un lit. C'est le frère du protagoniste. Le premier prince nommé Luan Alfols. Il commente que cette malédiction le consume entièrement. Sa vue et son ouïe s'aggravent maintenant, alors il demande à Armand de s'approcher. Luan dit qu'il a entendu ce qui s'est passé sur le champ de bataille. À ce moment-là, le vice-commandant s'approche pour mieux entendre et est soudainement tiré par le col par Luan. Il crie, demandant si Armand a protégé le 7e prince. Cette ordure qui a souillé le nom de sa mère. Luan tire le vice-commandant près de son visage et lui demande s'il a toute sa tête. Le garçon est complètement fou et pense que le chevalier a décidé de le trahir maintenant, car il ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Alors il a décidé de s'allier à son frère inutile. Quelqu'un a aussi crié que Harmon avait choisi le mauvais camp, car le protagoniste ne montera jamais sur le trône. Le vice-commandant lui demande seulement de se calmer, car il renverse déjà du liquide rouge partout. Luan reprend finalement ses esprits et s'excuse auprès de Armand. Il dit qu'il sait que le vice-commandant ne ferait jamais ça. Les vêtements de Armand sont tachés, et il le rassure en lui disant que tout va bien. Mais précise clairement que ni Luan ni le 7e prince ne sont coupables. Armand endosse la responsabilité de la mort de Yelisha, car il n'aurait pas dû quitter son poste. Si les troupes n'étaient pas arrivées à temps à ce moment-là. Armand demande au premier prince s'il déteste son frère, et celui-ci répond que oui. Il dit qu'Alan a apporté la honte et a agi avec insouciance. Le 7e prince s'est délibérément fait passer pour un vaurien et a caché ses véritables intentions. C'est pourquoi il a été exilé. Harmon réfléchit un peu à tout ce qu'il a entendu. Luan lui demande comment il va après la bataille et lui suggère d'aller se reposer un peu. Harmon répond qu'il ne peut pas se reposer maintenant, car il doit suivre les ordres de l'empereur. Il devra bientôt retourner au domaine de Lonia. Luan feint la surprise, mais il se dit ensuite que il semble que ce prince inutile devra rentrer à la maison. 3 semaines se sont écoulées depuis la série de meurtres. Grill se plaint de ne plus supporter de travailler et a mal au dos. Pour ne rien arranger, il n'a pas de salaire. Au début, il pensait partir et a abandonné quand il a réalisé que Charlotte ne voulait pas s'en aller. À ce moment-là, l'attention de Grill est attirée par une boîte de vêtements. Il s'en approche et réalise qu'elle appartenait aux zombies. Les yeux de Grill s'illuminent, car il sait que ses affaires n'ont plus de propriétaire. Il regarde autour de lui pour s'assurer que personne ne regarde, puis il fouille dans les accessoires de la boîte. Un collier rouge attire son attention. Grill est convaincu qu'il n'aura aucun problème à prendre ces objets, car il a travaillé dur sans aucune rémunération. Soudain, ses yeux se posent sur un morceau de papier qui est intact. Grill regarde le sceau et est certain qu'il vaut beaucoup d'argent. Pendant ce temps, dans la chambre du protagoniste, Charlotte demande si elle doit apporter autre chose. Et il répond que non, que cette nourriture est suffisante. Et que c'était la meilleure qu'il ait goûtée depuis toutes ces années. Charlotte répond que le docteur a recommandé que le garçon mange autant qu'il le pouvait. Car il s'est réveillé après 3 semaines d'inconscience, donc la nourriture servira à augmenter sa résistance. Le protagoniste se souvient que le docteur avait dit que son réveil serait déjà un miracle.
Le prêtre a expliqué qu'Allen avait subi un épuisement sévère de son pouvoir sacré, suffisant pour laisser quelqu'un invalide. C'est donc un miracle qu'il ait survécu. Après cela, Charlotte s'est chargée des soins et a mis des bandages sur tout le corps d'Alan. Le protagoniste commente même que il a l'impression d'être un zombie. Le prêtre ajuste ses lunettes et dit qu'il est plus probable que la personne à côté de lui soit un zombie, en faisant référence à Charlotte. Le protagoniste est un peu perdu et demande ce qu'il voulait dire. L'homme répond qu'il a également soigné Charlotte pendant qu'Allen était inconscient. Le protagoniste demande quel est le problème. Et le docteur explique que son pouvoir sacré et son mana étaient très puissants. En général, les personnes qui sont proches de ce pouvoir peuvent devenir invalides ou même mourir, mais peut-être que le corps de Charlotte a évolué. Le prêtre se souvient du cas qui est arrivé à Sa Majesté. Il y a 50 ans. Il a perdu le premier combat qu'il a eu contre un homme et est resté inconscient pendant longtemps. Son corps a été endommagé à cause du choc du pouvoir sacré et du mana du nécromancien. La rumeur dit que les médecins ont dû recréer le corps de Sa Majesté. Encore et encore, c'est pourquoi son corps a évolué au-delà des limites humaines. Après cela, Sa Majesté s'est rétablie et a vaincu le nécromancien. Ammonius. Il suppose que c'est également le cas pour Charlotte. Le protagoniste regarde la jeune fille avec suspicion. Le système présente Charlotte comme une jeune fille de 16 ans, avec un corps surhumain. Elle n'a pas d'aura maléfique. Charlotte demande pourquoi le protagoniste la regarde comme ça. Et il ne peut que penser que des gens comme elle devraient être des héros, au lieu de personnes avec un corps chétif comme le sien. Alan essaie de changer un peu de sujet et lui demande d'aller chercher des livres. La jeune fille obéit, et il continue de penser que heureusement, il a réussi à garder le crâne d'Amon dans l'inventaire. Malgré l'effet dévastateur sur son corps, Charlotte revient avec les livres. Le premier traite de la théorie de la magie du Saint-Empereur, du pouvoir sacré, de la Renaissance et de l'étude de la résurrection, tous rédigés par l'archevêque Raphaël Astoria. Le protagoniste commence à étudier. Et le premier livre comporte déjà une dédicace à la déesse Gaïa. Il voulait faire une pause avec cette histoire de déesse. Mais il sait qu'il est nécessaire d'apprendre rapidement comment contrôler son pouvoir sacré et utiliser les zombies efficacement. À ce moment-là, les études du protagoniste sont interrompues par des coups frappés à la porte. Harmon entre et dit qu'il est heureux de le voir réveillé. Alan est surpris que le commandant adjoint soit revenu si vite du palais impérial, celui-ci l'informe qu'il est venu. Parce qu'il a quelque chose de très important à dire au prince. Le protagoniste s'imagine que l'homme est venu lui apporter une récompense, comme la dernière fois où il a capturé Morgana. Ses yeux brillent même dans l'attente de la récompense, mais le commandant adjoint est direct. Et annonce qu'il apporte des ordres de Sa Majesté. Le protagoniste doit retourner au palais impérial. Immédiatement, l'humeur du garçon change en un instant. Harmon se fait mettre à la porte de la chambre et tente d'expliquer qu'il est important que le protagoniste retourne avec lui. Charlotte dit qu'elle croit entendre quelqu'un appeler. Et Alan répond qu'il vaut mieux l'ignorer. La jeune fille est surprise et lui demande s'il ne veut pas retourner au palais. Le protagoniste répond qu'il ne veut pas retourner dans un endroit aussi dangereux, surtout parce qu'il ignore qui se cachait derrière Morgana, cherchant à lui nuire. Charlotte reste pensive aux mots dangereux. Et le protagoniste dit qu'elle n'a qu'à ignorer les cris du commandant adjoint. Au début, Alan pensait qu'il suffisait de l'ignorer. Mais après ce jour, les sollicitations d'Harmon continuèrent sans interruption. Il apparaissait à la fenêtre et laissait même des petits mots pendant les repas. Alan n'en pouvait plus. Charlotte sortit de la pièce et dit au commandant adjoint qu'elle avait un message du prince. Harmon s'enthousiasme et demande de quoi il s'agit. Soudain, le visage de Charlotte s'assombrit et elle dit à l'homme de ficher le camp, avant qu'elle ne lui jette du sel. Le commandant adjoint change de sujet et lui demande si elle rentre chez elle maintenant. La jeune fille répond qu'elle se rend dans une auberge près d'ici. Harmon propose de l'accompagner car il est trop tard. Et Charlotte essaie de refuser, mais l'homme avoue qu'il veut savoir pourquoi le prince refuse de retourner au palais impérial. Charlotte accepte alors sa compagnie et révèle que le prince trouve cet endroit dangereux. Harmon ne comprend pas pourquoi le garçon a peur, mais c'est prévisible, puisque sa relation avec ses frères n'est pas bonne et que sa position au palais n'est pas non plus très confortable. Charlotte reste silencieuse tout au long du chemin vers son auberge. Grill la rejoint bientôt et lui fait signe de la main, mais se plaint du retard. Le commandant adjoint reconnaît l'homme et lui demande s'il n'est pas celui de l'affaire de la sorcière Morgana. Grill répond
embarrassé, qu'il est toujours prêt à aider les gens. Puis essaie d'esquiver le sujet en disant qu'il va dormir. Mais Harmon est intéressé par le sujet et demande à l'homme d'expliquer comment s'est déroulée la bataille. Contre un nécromancien aussi puissant, Charlotte entre dans l'auberge en laissant son père discuter avec l'homme. Soudain, son attention est attirée par quelque chose sur la table. Elle prend ce papier que son père a récupéré et demande ce qu'est ce document qu'elle n'a jamais vu auparavant. Grill invente des excuses, disant que ce papier lui appartient. Harmon commente que le document a l'air vieux, et Grill se met à trembler. Il explique que c'est parce qu'il a ce papier depuis longtemps. Mais le commandant adjoint ne se trompe pas car il reconnaît le sceau de la famille Hera. Sur le document, la famille Hera est devenue célèbre pour avoir défendu la région nord de l'Onia. Il y a 50 ans, mais toute la famille a été anéantie dans la bataille mortelle. Contre le nécromancien Ammonius, tout cela par loyauté envers le Saint-Empereur. Alors le commandant adjoint se demande pourquoi le document de la plus brave famille de cette terre se trouve ici. L'instant d'après, l'homme dit qu'il a tout compris. Il pense que Grill et Charlotte sont les survivants de la famille Hera. Sa théorie commence à prendre sens dans sa tête quand l'homme se souvient de la force qu'il a vu Charlotte et Grill utiliser pendant la bataille. Cela explique aussi pourquoi les deux sont si prudents avec le prince. D'un autre côté, Charlotte. Elle gronde mentalement son père pour avoir semé toute cette pagaille dans la maison. Harmon finit par commettre un quiproquo et dit qu'il gardera tout secret. Grill et Charlotte ne comprennent rien, mais le commandant adjoint continue de parler et demande à Grill la permission de parfaire les compétences de sa fille. Cela tombe bien, puisqu'elle a l'intention de rester aux côtés du protagoniste. Pour longtemps, alors il suggère de rédiger une lettre de recommandation d'un chevalier sacré, demandera-t-elle. Surprise, si Charlotte peut entrer au palais impérial, et Harmon confirme que oui. Elle peut même devenir une noble si elle le souhaite. De plus, elle peut apprendre l'escrime du Saint-Empire. Les yeux de Charlotte brillent en entendant cela. Elle pourra aider le protagoniste encore plus. Au même instant, elle dit qu'elle veut le faire. Mais seulement s'il se range vraiment du côté du prince. Harmon répond qu'il veut aussi protéger Hélène. Il se promet qu'à partir d'aujourd'hui, il protégera la famille Hera et le prince. Le lendemain, le commandant adjoint a une surprise. Le protagoniste dit qu'il ira avec lui au palais impérial. Harmon ne perd pas de temps et fait monter le garçon dans la calèche. Pendant le trajet, il demande pourquoi le prince a changé d'avis. Alan demande s'il pense qu'il a changé d'avis rapidement. Et l'homme répond que jusqu'à hier, le prince ne voulait pas y aller. Alan se souvient qu'il a passé les derniers jours à étudier et décide d'être honnête. Il dit au commandant adjoint qu'il a décidé d'y aller parce qu'au palais, il y a tous les livres dont il a besoin. Harmon loue son intérêt pour les études. Le protagoniste dit qu'il sait qu'il recevra des regards noirs au palais, et c'est pourquoi il a déjà l'intention de s'enfermer dans la bibliothèque. Le commandant adjoint ne peut nier que cela arrivera. Mais demande quand même à Allen de se détendre car cela fait longtemps qu'il n'est pas venu dans la ville de Lorenz, donc il est sûr qu'il trouvera plein de choses à apprécier ici. Quelques minutes plus tard, Charlotte et Allen sont impressionnés par la ville. La jeune fille commente qu'il y a beaucoup de monde ici. Et Harmon répond que c'est parce que c'est la capitale, puis demande si le protagoniste aime cet endroit. Mais Allen répond sans émotion que ça pue. Le garçon se couvre même le nez avec un tissu et demande s'il y a des zombies dans la capitale. Soudain, il sent la présence de quelque chose de plus fort et se met à courir parmi les gens, bousculant quelques passants. Les marchands continuent de présenter leurs produits et le bruit augmente de plus en plus. Le protagoniste continue de chercher un zombie, mais l'odeur est bien pire que celle d'un zombie. Et il craint qu'il y ait un vampire parmi les passants de la capitale. Charlotte et Harmon finissent par rattraper le garçon et lui demandent s'il a trouvé quelque chose. Allen est paralysé, le regard fixé droit devant lui. Tandis que le commandant en second continue de l'appeler. À ce moment-là, tout le monde remarque une tête entourée de fleurs au sommet d'une boîte. Les trois sont attentifs, attendant que quelque chose se passe. Soudain, cette tête commence à ouvrir les yeux et crie. Le cri est si puissant que Charlotte se couvre les oreilles. À la même seconde, le protagoniste sort l'épée de son fourreau et tranche la tête en deux. Charlotte demande si c'est un zombie. Allen lève les yeux en disant qu'il n'a jamais assisté à une telle chose en personne. Le reste du corps du zombie était suspendu à des fils à proximité. Le protagoniste n'est pas sûr si le corps et la tête appartiennent au même zombie. Il est tiré de ses pensées quand une voix se met à dire qu'ils sont suivis.
Allen se tourne vers la voix. Charlotte et le commandant en second entendent aussi quelqu'un dire que cette chose est un homme aux cheveux roux. D'âge mûr. Il a connu cette fin après avoir essayé de les observer. La voix disparaît en un instant, et Harmon dit qu'il sera difficile de les traquer, alors il rapportera ce qui s'est passé. Quand il arrivera au palais impérial. Le protagoniste est stressé. Car il voulait seulement étudier, mais ressent un sentiment de danger. Lawrence était une ville paisible, mais elle est maintenant dans un état chaotique. Et des cas de meurtre comme celui-ci se produisent quotidiennement. La ville est devenue chaotique. À cause de ces crimes, et le palais impérial est chaotique. Avec le retour du 7e prince. À ce moment-là, le protagoniste entra dans le palais. Et fut immédiatement interpellé par le commandant en second, qui lui ordonna de garder le silence sur l'affaire qu'il avait vue plus tôt. Allen crie qu'il a compris et qu'il n'est pas nécessaire de le répéter tout le temps. Harmon répond qu'il le répète plusieurs fois car, au final, il n'est encore qu'un enfant. Le protagoniste ne peut réfuter ce fait, car il n'a encore que 16 ans. Puis l'homme dit à Charlotte que si quelqu'un demande avec qui elle est associée. Disons simplement qu'il est venu avec le vice-commandant des Chevaliers Sacrés. La jeune fille accepte, et le protagoniste dit qu'il va s'enfermer dans la bibliothèque. Le vice-commandant l'informe du chemin à prendre pour se rendre à la bibliothèque. Tandis que Charlotte crie qu'elle lui tiendra compagnie après avoir terminé son tour de garde. Ces précautions donnent vraiment au protagoniste l'impression d'être un enfant. Allen se sépare du groupe et se dirige vers la bibliothèque. Mais quelque chose cloche encore, et il continue de sentir l'odeur du zombie. Il est probable qu'un vampire soit entré dans le palais, mais il décide de suivre ce qu'a dit Harmon. Sur le fait de rester discret et de garder son attention sur la menace. La vérité est que le protagoniste envisage de fuir cet endroit. Après avoir trouvé le livre magique qu'il recherche, puis il se dirige vers la bibliothèque. Mais il a l'impression de tourner en rond. À ce moment-là, l'attention du protagoniste est attirée par la statue d'une femme. Il s'approche et lit quelques inscriptions. Où il est dit que le nom de la femme est Yulisha. Alan réalise que cette femme a dû décéder il y a très longtemps d'après ce qui est écrit. Soudain, tout près de lui, un vieil homme se plaint de maux de dos. Il dit aussi qu'il déteste faire tout ce travail seul. Le jardinier se met tellement en colère qu'il dit qu'il vaudrait mieux couper le cou à toutes ces ordures. Et s'en servir comme décoration. Le protagoniste se cache derrière la statue. Et commence à observer l'homme qui dégage une aura meurtrière. Le jardinier continue de se plaindre de la paresse de ses assistants. Soudain, l'homme se tourne vers Alan et lui dit qu'il aurait dû aller là-bas. Le protagoniste essaie d'expliquer qu'il n'est pas un jardinier. Mais il change d'avis car il veut décorer cette statue avec de belles fleurs. Peu de temps après, le protagoniste se fatigue de porter un sac de terre. Il en vient à la conclusion qu'il aurait dû porter les nouveaux vêtements que Harmon lui a donnés. À ce moment-là, l'homme regarde le visage du protagoniste et laisse tomber tous les outils de jardinage par terre. Allen demande ce qui s'est passé et fait remarquer que le jardinier est assez sale, puis il lui tend un mouchoir pour qu'il se nettoie. Et lui conseille de ne pas travailler seul car s'il tombe malade, il n'aura pas d'aide. Soudain, le jardinier saisit Alan par le bras de toutes ses forces, tandis que ce dernier lui demande de le lâcher. L'homme commente qu'il a entendu dire qu'il a perdu la mémoire, et que sa personnalité a également changé, semble-t-il. Que les gens avaient raison. Le protagoniste ne comprend rien à ce que cet homme raconte. L'homme s'approche et lui demande s'il ne reconnaît pas son grand-père. La rencontre n'est pas très heureuse pour Alan, car il a été conduit de force dans la salle impériale. Le protagoniste s'en veut de ne pas avoir reconnu le Saint-Empereur. Il pensait que ce n'était qu'un simple jardinier. À ce moment, le Saint-Empereur dit au protagoniste qu'il a entendu dire qu'il a joué un rôle actif dans le domaine de l'Onia. Alan confirme, et l'homme lui demande si c'est bien lui qui a éliminé le vampire. Le protagoniste réfléchit à ce qu'il devrait répondre. Il se souvient que même les citoyens de Lorenzu sont au courant des récents incidents dans la capitale. Il est donc impossible que le Saint-Empire ignore qu'il y a un vampire derrière cet incident. C'est pourquoi le protagoniste en arrive à la conclusion que le Saint-Empereur ne veut pas récompenser la personne qui a sauvé le domaine de l'Onia. En réalité, il veut trouver quelqu'un qui puisse sauver la capitale des vampires. Alan confirme alors à Sa Majesté que c'est bien lui qui a éliminé le vampire. Les nobles aux alentours sont tous surpris, car depuis le début, ils ne croyaient pas que le garçon ait pu faire quoi que ce soit. Alan révèle sincèrement qu'il a pu capturer ce vampire, car il a bénéficié de l'aide de Harmon, Charlotte, du seigneur Lapon et de Grill. De plus,
Il a aussi reçu une aide précieuse des citoyens du domaine de Lonia. Le protagoniste a décidé de partager le mérite pour éviter que des situations problématiques ne surviennent. Le Saint-Empereur dit qu'il a compris, mais Alan réalise que le vieil homme semble un peu contrarié. Le Saint-Empereur dit qu'il doit maintenant se reposer. Le protagoniste lui souhaite bonne chance pour la chasse aux vampires. L'homme écarquille les yeux de surprise. Et Alan s'enfuit de là pour ne pas risquer qu'on lui demande quoi que ce soit. Le Saint-Empereur se demande si ce garçon a entendu parler des vampires. Par le commandant en second. Il remarque aussi qu'Alan a radicalement changé de comportement. Car jusqu'à l'année dernière, il causait des problèmes au palais. Peut-être que la perte de mémoire a affecté positivement son comportement. À cet instant, l'homme se souvient. Les deux autres personnes que le protagoniste a mentionnées, Drill et Charlotte, étaient les noms qui lui sont venus à l'esprit comme appartenant à la famille Harry. Il semble que le malentendu du vice-commandant ait atteint la famille royale. L'homme croit que ce groupe peut débarrasser la capitale des vampires. Le rapport de Seigneur Lapen cite également le 7e prince comme le sauveur des soldats. Il a utilisé un pouvoir sacré pour guérir les blessés, mais il y a aussi une histoire selon laquelle la bénédiction de la déesse Gaïa est descendue après sa prière. Comme si cela ne suffisait pas, Allen a également tiré sur le vampire avec une arme décorative. C'était le rapport que Lapen a rédigé, contenant toutes les informations les plus importantes et envoyé au Saint-Empereur. À ce moment-là, un des nobles dit qu'il est certain que le protagoniste ment. L'homme aux cheveux roux explique que la personne qui a sauvé la propriété de Lonia était entièrement encapuchonnée. Donc ils ont simplement supposé qu'il s'agissait du 7e prince. Peut-être l'ont-ils confondu avec Allen. Et c'est pourquoi ils lui en ont attribué le mérite. Le Saint-Empereur ressent un mal de tête. Rien qu'en pensant qu'il devra participer à cette discussion. Il s'avère que l'homme est sur le point de quitter le trône et a besoin d'un successeur, mais il n'a personne ayant la capacité de lui succéder à la tête de l'Empire. Yulisha était la seule personne capable de le faire. Mais elle est partie, et le Saint-Empereur a pensé à Luan pour lui succéder sur le trône. Mais ce dernier a également été touché lors de l'attaque et est incapable de quitter sa propre chambre. C'est pourquoi maintenant ses yeux sont tournés vers le protagoniste pendant que le vieil homme réfléchit. La dispute se poursuit dans la salle principale. Il finit par être stressé et crie pour que tout le monde se taise. Les nobles obéissent. Un homme s'approche et demande à son Altesse de se calmer. Cet homme est le comte Paumé, une connaissance de Luan. Il prévient que l'anniversaire de la mort de Dame Lisha aura lieu dans 2 mois. Et il serait bon que le 7e prince soit encore au palais. De plus, Paumé soutient que le protagoniste ne devrait pas être attaqué puisqu'il s'est occupé des vampires. Le Saint-Empereur prend une profonde inspiration et est d'accord avec lui. Après la tombée de la nuit, Allen trouve enfin la bibliothèque dès qu'il y entre. Quelqu'un lui demande s'il est le 7e prince. Le protagoniste regrette d'être entré avant. De vérifier s'il y avait encore quelqu'un dans la bibliothèque. La jeune fille blonde s'excuse et dit qu'elle s'en va. Mais il répond qu'elle peut rester, puisqu'elle est arrivée la première. Le protagoniste remarque que la fille a soudain l'air mal à l'aise quand il la regarde de plus près. Il a un bref souvenir du propriétaire du corps originel. C'était la fille à qui le véritable Alan s'était déclaré, avant d'être rejeté. Il s'est mis la corde au cou et a quitté ce monde. Tous deux sont embarrassés et regardent dans la direction opposée. Le système l'informe qu'il s'agit d'Alice Astoria, âgée de 17 ans, la petite fille de l'archevêque Raphaël. Le protagoniste comprend enfin pourquoi la fille a l'air mal à l'aise. Elle doit penser qu'Alan est revenu pour l'inviter à sortir. Le protagoniste réalise également que le nom de famille d'Alice est le même que celui de l'archevêque Raphaël. Astoria est le nom de l'auteur du livre qu'il recherche. Un nouveau souvenir surgit dans sa tête, révélant que le véritable Alan avait barbouillé les murs de la chambre de l'archevêque d'insultes, accusant l'homme d'être le serviteur de Gaïa. Le protagoniste est embarrassé car il voulait rencontrer l'auteur du livre en personne. Il essaie de détendre l'atmosphère et s'excuse auprès d'Alice d'être apparu de nulle part. Il explique qu'il a perdu la mémoire et ne se souvient toujours pas de la plupart des gens du palais. La jeune fille ne répond rien. Alors Alan se dépêche de mettre la main sur le livre et de partir d'ici au plus vite. Mais trouve l'emplacement du livre vide. Alice demande gentiment s'il cherche les livres de son grand-père, puis se corrige, en demandant s'il est à la recherche du livre de l'archevêque. Le protagoniste confirme. Et la jeune fille répond alors qu'elle l'a emprunté pour le lire, mais qu'elle peut le lui remettre s'il en a besoin. Alan refuse car il ne voulait pas déranger la jeune fille, mais Alice insiste. Et lui remet le livre sur la résurrection.
Elle l'avertit qu'il est impossible de ressusciter quelqu'un. Le livre n'est rien de plus qu'un recueil des recherches de son grand-père. Alan est surpris et demande pourquoi la résurrection est impossible. Alice dit que peu importe la puissance du pouvoir sacré, il est impossible de capturer une âme qui a déjà quitté le corps. La nécromancie peut capturer les âmes, mais elle ne peut pas les ressusciter. De plus, pour devenir nécromancien, il faut donner quelques années de sa vie aux démons. Cela signifie que la résurrection est impossible, même pour ceux qui reçoivent la bénédiction de Gaïa. Alan se demande si quelqu'un qui possède à la fois pouvoir sacré et pouvoir magique peut tenter une résurrection. Cette question surprend la jeune fille et elle répond que il est extrêmement rare que des gens possèdent les deux, mais s'ils utilisent leur pouvoir en même temps, leur corps explosera tout simplement. Le protagoniste répond qu'il comprend et avoue qu'il pense toujours que la résurrection n'est pas impossible. Le livre de Raphaël dit qu'il suffit de prier davantage pour améliorer son pouvoir sacré. Maintenant, Alan doute de la manière à suivre pour obtenir plus de pouvoir sacré. Alice répond qu'il peut utiliser l'outil magique pour cela, mais elle ne pense toujours pas que la résurrection soit possible. Alan essaie alors de changer de sujet et dit qu'il se fait tard et qu'elle doit donc partir. Alice répond qu'elle peut rester un peu plus longtemps et commence à être poussée hors de la bibliothèque. La jeune fille est mise dehors et le protagoniste lui souhaite bonne nuit. Alice était en colère parce que elle voulait parler un peu plus de la résurrection. Elle se souvient que sa dernière rencontre avec lui n'avait pas été très agréable, mais cette fois, le 7e prince semble très différent. Soudain, une voix lui demande ce qu'elle fait ici. Alice se rend compte que c'est son grand-père et répond que elle est venue rendre quelques livres à la bibliothèque. L'homme lui conseille rapidement de ne pas sortir seul parce que